Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du gérant, nouvelle édition. Peut-être vous vous dites, hey, les studios changent souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les studios de chez Chaos Sound dans le Vieux-Montréal ont déménagé à Longueuil et ça même, le studio actuel n'est pas le vrai dans lequel je vais continuer à faire mes podcasts. C'est en attendant. Puis l'épisode avec Daniel Fichot, j'étais dans les très beaux studios de Couple Ouvert Deux Princes. Puis je vous les recommande si vous voulez faire un podcast. Là, dans les deux cas, les prix sont abordables puis c'est des places que j'aime beaucoup, avec le très joyeux Olivier Foy, qui est mon réalisateur. Et mon invité, mesdames, messieurs, qui est-il aujourd'hui? Le maître de l'absurde. Pas dans la vraie vie, par contre, et c'est tout ça qu'on va découvrir. Il s'agit de Jean-Thomas Jobin. J'ai beaucoup aimé ton intro, la biographie par rapport au déplacement du studio. Penses-tu faire un livre avec ça? Non. Parce que je pense qu'il y aurait un following. Moi, j'aimerais savoir tout le trajet que tu as fait par rapport à moi, les studios. Mais tous les sujets m'intéressent. Fait que si tu veux qu'on parle de ça, mais après ça, on coupe peut-être dans le temps pour que toi, tu t'exprimes librement. J'ai envie d'être un homme libre. Bon. Donc, soyons libres et parlons ensemble. Jean-Thomas, d'abord, il faut que les gens sachent, la première affaire, j'ai été ton professeur. Absolument. Tu me dois tout. Tu l'as souvent dit. Oui. Et puis... Sans toi, je ne suis rien. Ouais, mais j'aimerais ça qu'on parte de là. Parce qu'on va parler de plein d'affaires, bien entendu, mais qu'on parte de... Parce que je pense que, même si on se connaît depuis ce temps-là, je pense pas t'avoir jamais demandé précisément qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé à l'école de l'humour. C'était-tu dans un parcours qui était déjà réfléchi, t'étais jeune, faisais des sketchs, ou bien c'est une curve? Ah, c'est une curve. Ben, en fait, je pense que c'est l'écriture qui me parlait le plus. OK. Mais t'étais pas rentré auteur puis t'as switché humoriste? J'ai appliqué comme auteur. Ouais. Puis ils m'ont pas pris. Ah bon? Mais ils m'ont dit, on trouve ça intéressant, mais on sait pas à qui tu vas donner ces textes-là. Ils t'ont dit ça? Ben, ça revenait à diplomatiquement ça. Okay. Et avec quand même des compliments au passage, mais ils trouvaient ça quand même assez entonnoir comme style d'humour, ce qui est un peu le cas. Puis c'était le style d'humour que je préconise encore aujourd'hui, mais en début de carrière, c'était probablement encore plus champ à gauche, plus... des textes compliqués, décortiqués, rien pour rien. Qui a amené le restaurant, par exemple? Ben, genre. Qu'est-ce qu'un restaurant? Mais restaurant, c'était comme un angle d'un concept un peu plus précis. Mais mes gags étaient... En fait, c'est que j'avais envoyé une vidéo d'audition pour l'émission La fin du monde est à 7h. Je tripais sur cette émission-là. OK. Puis c'était Avant d'être à l'école? Avant d'être à l'école, l'émission la plus populaire pour moi, c'était l'émission qui faisait le plus triper et que je me reconnaissais le plus dans le style d'humour, c'était La fin du monde est à 7h. Okay. Et Marc Labrèche, c'était comme une idole pour moi, encore aujourd'hui. Puis j'avais envoyé une vidéo d'audition en me disant « J'aimerais ça être chroniqueur chez vous et voici ce que ça pourrait donner une chronique de Jean-Thomas Jobin à La fin du monde est à 7h. » Tu t'es filmé, là? Je me suis filmé avec la caméra familiale, très BS. Puis j'avais mis... Je sais pas pourquoi, j'étais allé dans l'atelier de mon père, puis il y avait un bout de bois qui ressemblait à une demi-tulipe. Bon. C'est-à-dire que c'était comme... Ben, tu connais la forme de la tulipe. Ouais. Puis le bout de bois, j'ai aucune idée pourquoi, ça ressemblait à une demi-tulipe. OK. Puis là, j'avais dit, c'est intéressant. Fait que je l'avais comme peinturé en rouge, puis j'avais fait une tige verte. Puis là, j'avais dit, vu que je voulais faire mon audition comme si j'avais quelqu'un à côté de moi, c'est-à-dire Marc Labrèche. Alors, Marc, tu es incarné aujourd'hui par une demi-tulipe. Alors, voici l'audition que j'ai envie de vous présenter, ce que je ferais comme chronique. Ouais. Là, j'avais fait une chronique, je pense que c'était une parodie de critique de film. OK. Je m'étais filmé, puis là, j'avais envoyé ça. Puis, d'ailleurs, petite anecdote, pendant que j'étais à l'école de l'humour, pour un gag qui servait l'intro de Marc, il s'était servi d'un bout de mon audition. Sans blague? Mais pas pour... C'était ni pour me niaiser, ni pour pour dire ça, c'est drôle. C'était plus déconnecté. Fait qu'il y en a pogné un bout où je parlais à la demi-tulipe. Fait qu'ils ont comme isolé un moment, tu sais, comme ils faisaient à la fin du monde était à 7 heures. Fait que... mais bref, moi, j'avais soumis ça en voulant dire voici ce que ça donnerait. J'avais pas eu de nouvelles. Aucun feedback? Aucun feedback, autre qu'ils l'ont mis à TV. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu as eu la preuve médiatique que ça avait été vu. Je dis, ils ont peut-être aimé ça, mais ils ont isolé un truc pour servir leur... T'en es-tu fait parler gag. de ça? Parce que t'as passé à la télé, en guillemets. Je m'en suis pas fait parler, vraiment. Ben,
Je me souviens pas trop. À l'école de l'humour, le monde m'en a parlé parce que tout le monde l'écoutait. Puis, you made it! Mais, fait que c'est ça. Fait que j'avais envoyé cette audition-là. Mais à ce moment-là, je me rendais compte que c'est l'écriture que je préférais. Puis la livraison, je savais pas si ma gêne de la vie ferait en sorte que je serais capable d'affronter ça. Parce que je suis tellement gêné. Aujourd'hui encore? Non, là, beaucoup moins, parce OK. que j'ai gagné confiance au fil du temps. Puis le fait que les gens ont appris à me connaître, c'est comme si l'apprivoisement était un peu fait. Puis ça fait en sorte que des fois, les gens, ils viennent vers moi en premier parce qu'ils savent un peu soit qui je suis ou un peu le style d'humour que je préconise. Fait qu'on dirait que ça a comme fait un débroussaillage qui facilite. Toi, la glace est déjà cassée maintenant d'avance. Exact. OK. Ben, c'était pas l'objectif. Non, Mais je me rends compte que ça fait en sorte que je suis plus à l'aise d'entrée de jeu parce que les gens m'ont connu. Faut que, OK, j'ai cerné un peu la bébête qui peut être. Fait que des fois, s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils m'aiment à tout le moins un peu. Fait que ça aide à me dégêner. J'ai pas allé au-devant. Je suis pas très bon pour initier. Toi, je t'ai cruisé beaucoup, mais c'est parce que t'es super séduisant dans les bars. À chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'angles que t'es pas joli. Fait que non, mais je l'apprécie. C'est toujours tentant. Donc, quand j'avais appliqué, c'était pas dans l'objectif d'être humoriste nécessairement. J'avais envie d'écrire et de faire de la télé. Je savais pas que la scène m'intéresserait parce qu'il y a bien des humoristes qui ont un passé d'impro puis de... Ouais. J'ai fait des Mais sketchs t'arrivais d'où d'ailleurs? T'arrivais de quelle école? En fait, moi, après le séminaire Saint-François, où j'étais dans la région de Québec... OK, t'es allé là. J'étais allé là, je suis un de ceux-là. Un blizzard. Oui. Donc, après ça, je suis allé au cégep en lettres et langues. Parce que j'ai toujours aimé la langue française. À Sainte-Foy ou à Garneau? À Sainte-Foy. OK. Puis j'ai bifurqué vers sciences humaines avec maths. Oh. Après ça, vers sciences humaines sans maths. Communication, cégep, Limoilou. Je dis toujours que j'ai un deck en cafétéria. Ouais, genre. Fait que là... tu sais, visiblement, j'étais un homme qui se cherchait, qui savait pas trop. J'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais pas des notes exceptionnelles parce que mon niveau d'intérêt était assez moyen. OK. Puis là, j'ai cessé. Ah non, c'est pas vrai. Je suis passé de sciences humaines sans maths à hors deck. Oh, calvaire! Parce que là, je voulais finir mes cours obligatoires, Oui. mais je savais pas où je m'en allais. Fait que j'étais comme, je vais faire mes cours obligatoires, mais je suis un homme extrêmement stand-by. Je suis. Il arrivera ce qui arrivera. Je suis ouvert à tout et Un à rien électron en même libre. temps. Exact. Puis là, j'ai arrêté mon hors-deck aussi. OK, c'était un lent déclin, battant, là. comme on dit. Un battant, ben oui. Non, mais c'était Un plus homme que... déterminé. Mais je m'en allais vers autre chose. C'est-à-dire que je suis allé au ce qui s'appelle le CRT. À l'époque, c'était le CRTC. Oui. Collège Radio Télévision de Québec. Oui, maintenant, c'est le CRTQ. Voilà. Mais à l'époque, ça s'appelait le CRTC, qui a changé de nom à cause qu'il y a aussi le Conseil de radio-télévision canadien, je crois. Puis là, ça s'appelait le Collège de radio-télévision et communication. OK. Puis là, à cause Je te suis. de l'acronyme identique, ils ont changé de nom. Fait que je suis allé là en me disant, je sais pas si la radio m'intéresse, mais j'ai envie de me dégêner. On voit, il y a un processus de... Ouais, tu avais une stratégie. J'avais une stratégie de... Mais tu penses que ça te nuisait jeune à côté? T'étais-tu vraiment un gars isolé, par exemple? Pas isolé, parce que j'avais mon petit noyau dur d'amis. Ouais. Et là, je parle pas de leur niveau d'érection. Non. Parce que je sais que tu allais aller là, puis je Parfait. t'en empêche. Ouais. C'est super, tu me devances. Une belle maturité pour 48 ans. Puis, donc, j'avais mon petit noyau dur. Excuse, ça me fait décrocher. Mais j'étais, tu sais, mettons, les parties, tu sais, quand, mettons, les gens commencent à faire avoir une vie sociale, puis boire une petite bière, puis se dégêner, Ouais. puis j'étais pas là. Mes ouais. amis, mes amis de mon noyau dur avaient envie d'élargir le noyau dur, et moi, je voulais... Non, je leur disais, non, restez, on est bien, je veux pas que vous en allez. Eux autres avaient des envies de grandeur que j'avais pas. OK. Parce Toi, t'avais que une j'étais pas gang, prêt. Oui, elle faisait la job. moi, j'étais bien correct, j'étais bien heureux de même. J'avais pas envie de commencer à boire de la bière. J'étais comme, on fait du sport, on joue à des jeux de société. Là, on parle à 6-7 ans. Là. Non, pour vrai, autour de 16-17, OK. j'étais encore non, moi,
me tente pas vraiment que vous alliez dans des parties, n'est-ce pas? Je niaise, j'étais pas en train de tirer la corde. Non, mais si je peux résumer, tu me dis si je me trompe, c'est que pour toi, entre guillemets, l'enfance, c'était encore confortable, puis l'adolescence, moins. Ça se peut-tu? Comme un bout c'était de confortable, mais c'est comme si quand les gens ont voulu aller dans des trucs un peu plus normatifs de « OK, les jeunes, ça commence à faire des parties, ça commence... » Moi, je voulais que ça reste plus « On joue à des jeux, on fait du sport. » Pour moi, j'étais bien là-dedans, j'avais pas envie de faire une transition vers je vois très bien. Le social devient un petit peu plus, pas rebelle, là, mais expérimental. J'avais pas envie de ça. Pour moi, c'était le côté jeu que j'avais envie qu'il reste. Puis, ceci dit, j'aimais quand même écrire. J'aimais beaucoup écrire. J'écrivais des petites affaires. Déjà à ce moment-là? Oui. Drôle ou pas nécessairement? Ou, soit sur des articles sportifs ou en secondaire 5, j'ai écrit des nouvelles insolites dans mon journal étudiant. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre de l'écriture humoristique parce que j'écrivais des articles sportifs. Mettons, je décortiquais qui a des chances de faire des séries. Puis là, j'écrivais des articles sportifs parce que j'ai toujours trippé sur le sport. Puis, tu sais, je pense que les gens aimaient ça, mais je m'en faisais plus ou moins parler. Okay. Puis, à la fin de l'année, pour m'amuser, j'avais dit, je vais faire pour le dernier mensuel, c'était un mensuel, je pense, je vais faire une nouvelle absurde, je vais aller ailleurs complètement. Ils m'ont dit, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Fait que j'avais écrit un article qui s'appelait « Les aventures d'Anatole et de sa ribambelle ». Tu vois que je pense que je trouvais le prénom Anatole drôle à l'époque. Je le trouve plus nécessairement drôle. Pourtant, moi, oui. C'est encore Anatole. Drôle. Savais-tu c'est un prénom qui existait, Anatole? Ben oui, parce que Anatole Briand, ça te dit rien? Ah oui, Anatole Briand, c'était pas dans... Ouais, Les Briands. Gaston Lepage, right? Exactement. Ah, j'ai une mémoire. Ouais. Faut-tu faire un high five? Si on veut. OK. Je sais pas. Mollo, genre un peu. Ouais, c'est ça. Pas on trop. a un peu la même moiteur de main. Exact. Tu sais, assez doux quand même. Tu sais, des gars qui n'ont pas travaillé le bois. Ouais, ça, tu me décris très, très bien. Moi, j'ai jamais travaillé le bois, j'ai aucune écharpe nulle part. Donc cette nouvelle-là, je m'en faisais parler beaucoup, puis je pense que des fois, il y a des trucs qui rentrent dans le subconscient, mais le fait que j'étais un élève, j'étais pas un exclu, j'étais juste un loner avec mon noyau dur qui n'avait pas encore d'érection à l'époque. Oui, on a très bien compris. Donc... mais là, quand j'ai écrit cette nouvelle-là, les gens venaient vers moi un peu plus pour m'en parler. Ils me disaient « Hey, j'ai lu ton truc, c'est très drôle. » Donc, le fait qu'il... Il y avait une réaction supplémentaire. Là. Il y avait une réaction supplémentaire, puis aussi, comme j'étais quand même content de ce que j'avais écrit, puis que c'était de l'humour absurde à la moi, là, les premiers balbutiements de mon humour absurde, mais je me disais « OK, ils connaissent un peu plus ma personnalité quand même, puis ils savaient pas ça de moi du tout, à part ma petite clique d'amis qui était au courant que j'étais quand même un peu drôle parce qu'avec eux, j'étais pas gêné parce qu'ils me connaissaient. Oui. Donc, eux autres savaient que j'avais un potentiel humoristique, mais tous les autres de l'école, non. Mais là, c'était comme si on fait « Ah, coudonc, lui, il parle très peu, mais quand on gratte, on peut trouver ça rigolo, ce qu'il a à nous raconter. » Puis là, ça avait fait en sorte... Ça a fait un article a eu cet effet-là. Tu as perçu ça avec un article. Je pense que c'est à retardement que je me suis rendu compte de l'effet que ça a eu sur moi, qui n'était pas nécessairement... Comme c'était pas calculé de ma part, mais j'ai vu un effet collatéral, le fun pour ma vie. Là, j'avais un dernier exposé oral à faire en secondaire 5 et je l'avais fait sur... Je sais pas si tu te rappelles tu te rappelles sûrement du film Opération Beurre de Pinot, qui était un film... En tout cas, c'est pas besoin de... Mais tu te rappelles du nom quand même? C'est un film Conte pour tous, où il y a un petit gars qui a une grosse frousse et il perd ses cheveux. Et là, il veut retrouver ses cheveux parce qu'il y a comme un trou puis il n'aime pas ça. Fait que c'est un conte fantaisiste. Puis là, il apprend qu'avec une genre de recette à base de beurre de pinot, ça peut faire repousser les cheveux. Fait que là, il se tartine son spot chauve avant de se coucher. Puis là, il se réveille, puis là, ça pousse, ça arrête juste plus de pousser. Là. Fait que ça devient comme une traînée. Les filles, ils coupent les cheveux pendant les cours parce que ça pousse sans arrêt. Bref. OK. Puis moi, j'avais fait
un exposé oral sur le livre Opération Beurre de Pinot parce qu'il fallait choisir un livre. Et moi, par paresse plus qu'autre chose, vu que j'avais vu le film déjà, je t'ai dit je raccourci. un petit raccourci. Puis je trouvais ça absurde de faire un exposé oral Oui. sur un truc qui se veut littéraire, sur Ouais. un conte pour tous d'un livre super gamin. Ouais. Fait que c'était très ironique comme angle d'exposé oral. Et les gens riaient beaucoup. La prof était très insultée. Pour vrai? Ben, pas insultée, mais... Mais elle n'a pas trouvé ça drôle zéro. Pour elle, il n'y avait pas un esprit là-dedans. Là. Ben non, pour elle, c'était comme de la paresse. Ouais. C'était ça. Bon, mon lâche de la classe. Il a vu le film. Ouais. Puis il tourne les coins. Puis il vient déconner. Il vient niaiser. Puis, j'étais pas... Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un d'effronté dans la vie, mais par rapport à mes blagues, j'ai un côté effronté que quand les gens rient pas, si moi ça m'amuse, ça me dérange comme pas vraiment. Tu sais, je veux pas faire un show qui est un néant point de vue rire, mais si de temps en temps, il y a un bout qui marche un peu moins, que j'aime beaucoup, ça me dérange pas de le rentrer à crowbar dans la gorge du monde en voulant dire « Moi, ça me fait rire. Allez chier. » Fait que j'avais un peu de ça, c'est-à-dire que le gars timide était encore complètement là, mais... J'étais comme, moi, je trouve ça drôle de faire un exposé sur Opération Beurre de Pinot. Puis les gens avaient quand même ri, puis les gens étaient venus m'en parler après. Fait que je pense qu'il y a comme eu un effet domino de, OK, je me rends compte que là, les gens, si je m'ouvre un peu plus sur ma bizarrerie, il y a une ouverture. Puis je pense que tout ça est rentré dans mon subconscient. Puis là, quand j'étais comme au cégep, puis je me cherchais, puis je changeais de branche aux demi-heures, puis je savais pas où je m'en allais. Là, je me suis dit, bon, OK, le CRTQ... ben là, je sais pas si je veux faire de la radio, mais peut-être qu'il y a un espace créatif là. Je sais pas ce que je vais aller en tirer, mais j'ai envie que ça m'aide à me dégainer et j'ai envie d'avoir une zone créative. Donc peut-être qu'il y a un mix des deux qui va pouvoir se faire là. Ce qui a été le cas parce que je me suis rendu compte là-bas, tu sais, ça a changé quand même un peu. Puis là, l'univers des podcasts offre plusieurs possibilités, mais la radio formatée, tu sais, mettons, on s'en va à la météo, on s'en va au culturel, qu'est-ce qui se passe, puis le trafic, qu'est-ce qui arrive. Mm-hmm. Là, je trouvais ça trop, j'avais pas de fun à être dans cet univers-là parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez le temps de faire les affaires, mais j'avais du fun, mettons, quand je pouvais écrire une chronique. Là, j'écrivais des chroniques humoristiques dans les cours qu'on devait faire. Puis ça, c'était comme un espace de jeu que j'avais du fun parce que j'étais comme, je pouvais créer mes blagues, écrire mes textes, les livrer. Je me rendais compte que les autres élèves tripaient. Fait que ça m'a vraiment servi. Je me suis dit, OK, pour l'instant, la radio ne m'intéresse absolument pas, puis la télé non plus. C'était un volet qui était moins développé aussi à l'époque. Ironiquement, je me trompe-tu, ou la radio, t'as pas eu, à ma connaissance, un contrat où on t'a appelé? Effectivement, non. J'ai jamais Non, mais vois-tu que c'est drôle comment le mix entre la radio comme on la connaît... Puis toi-même, ça n'a pas cliqué. Là. Ça n'a pas cliqué. J'ai fait tu sais, la soirée était encore jeune, des chroniques où j'allais passer 1 heure après ça avec eux autres. Je restais en studio. Mais j'ai jamais eu d'offres concrètes pour faire de la radio. Pourtant, Dieu sait que je parle beaucoup en podcast, c'est sûrement trop. Mais, non, mais c'est vrai, pareil, c'est ironique. Oui, parce que tu es devenu une figure de proue dans le podcast. Tu as vraiment une présence forte. Puis depuis un bout. C'est la crouse, ça? En partie. OK, parce que je voulais juste être sûr. Là. Laisse-moi finir. Après, signaux, tu vas voir, tu verras rien. Les signaux, c'est important. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je fais le lien, parce que du podcast, c'est de la radio. Oui, complètement. Je veux dire, tu peux avoir plein de formules de sujets, etc. En tout cas, bref. Ouais. Ça fait que je fais juste constater que tu cliquais pas avec le médium dans son format actuel, je le souligne. Effectivement. Puis, tu sais... Mais ça m'a quand même amené à me dire, OK, je me rends compte que quand je sors de mon cocon... puis que j'écris mes affaires, puis que j'ai les livres, tranquillement pas vite, je me rends compte que mon échantillonnage de gens qui s'amusent, qui peuvent avoir du fun avec mes niaiseries, s'élargit, il grossit. Puis donc là, après ça, j'ai fait des petits films amateurs avec des amis ou avec la caméra familiale encore. On faisait des petits films. Il y en a un qui s'appelait Spirale métallique, névralgie au menu. Un autre qui s'appelait Généreuse Monsieur, qui était un monsieur... ça commençait, puis c'était la lecture d'un testament de la part d'un notaire. Puis là, il y a quelqu'un qui lègue à une personne un gros montant, mais c'est pas clair si c'est un homme ou une fille. C'est un gars ou une fille, fait que c'est pour ça que ça s'appelait Généreuse Monsieur, parce que c'est peut-être un monsieur ou c'est peut-être une généreuse. Bref. Fait que, puis...
Fait que Spirale métallique, névralgie au menu, qui était ça, c'était comme des histoires entrecoupées, mais il y avait toujours des slinkies. Ah! C'est pour ça, Spirale métallique. Je comprends. C'est-à-dire que dans chaque scène, des fois en background, il y avait des slinkies. C'était l'élément récurrent. Ton fil rouge était des slinkies. Exact. Quel élément récurrent de marbre. Mais, puis ce film-là avait été... Il y avait, à l'époque, à Québec, une émission qui s'appelait... Je pense que c'était 7e art. Ça s'appelait le 7e art, puis c'était dans une télévision communautaire, puis c'était les gens pouvaient soumettre des films amateurs, puis si le comité de l'émission avait envie de le diffuser, ben il te recevait, il diffusait ton film, puis il te recevait après pour une entrevue pour parler de ton film. Comme c'est cool. Puis on avait été choisi avec mon ami Jean-François Kirchsteiner, puis on est allé parler de notre film, puis... je n'ai pas souvenir, je m'en étais fait parler parce que c'était une télévision communautaire, c'était très peu regardé. Mais après ça m'a quand même donné le goût parce que ça m'a donné confiance le fait que les autres avaient aimé ça, puis que mes amis avaient aimé ça. Puis fait que là, j'ai écrit Généreuse Monsieur. Puis là, il y avait le... Non, mais quand tu dis j'ai écrit, ça veut dire que toi, quand tu allais tourner, il n'y avait pas une part d'impro? Non, aucune. Vraiment? Moi, c'était vraiment je tenais à mon scénario. Non, mais c'est parce que moi aussi, j'ai fait des films au secondaire avec Michel Gagné. Ouais. Puis on avait une idée à peu près, mais à un moment donné, ça partait en couille. Là. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est pas sans dit long sur toi. Parce que moi, je les vois, là, tes shows, je sais comment tu travailles. Puis c'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire, t'es un gars qui se dit gêné, un ancien gêné, mais qui doit l'être encore par bout, mais qui fait un job archi-public. Complètement, oui. Puis t'es un gars qui fait de l'absurde où on se dit pourquoi ce gag-là puis pas un autre, puis on va y revenir tout à l'heure, ça m'intéresse. Mm-hmm. Mais qui est... Man, tu travailles, toi, là. Ouais, ben moi... C'est placer tes affaires, là, tu sais. Oui, c'est que pour moi, ma sécurité, c'est savoir mon texte sur le bout des doigts, l'avoir bisouné, inverser des virgules de place, changer des mots de place, faire comme, OK, je pense que si je finis par ce mot-là... Il n'y a pas de détail insignifiant. Non. Ça ne veut pas dire que c'est tout un succès, évidemment. Non, je comprends, mais c'est exemple, quand j'arrive quand je fais un premier test de numéro, mettons que j'ai un nouveau 8 minutes, puis que j'arrive dans une soirée d'humour, je veux savoir mon texte par cœur. Ça m'arrive maintenant des fois parce que les podcasts ont fait en sorte que maintenant, j'ai plus envie de raconter des affaires qui me sont arrivées. Donc, des fois, ça peut arriver que je me dise, OK, mettons que je vais faire un 15 minutes dans un bar, que j'arrive avec un numéro écrit de 8-10 minutes, puis je vais aller feel a room pour une idée ou une affaire qui m'est arrivée, que j'ai déjà raconté à des amis. Ils font, il faut que tu racontes ça sur scène. Ouais. OK, je vais le raconter un peu comme je l'ai raconté à mes amis. Puis si je vois que la base est drôle, je vais la solidifier après, puis je vais préciser les endroits où c'est drôle un peu plus, ou peut-être rehausser le niveau du rire si j'interchange un mot, je trouve un synonyme, ou des fois certains mots que tu mets à la fin de ta phrase, quand ils ont plus de consonnes, des fois, ça déclenche plus le rire parce que des syllabes sont plus mordues. C'est des fois des trucs de même qui sont des détails, mais qui font une différence. Donc, pour en venir à ce que tu disais, oui, je suis vraiment dans le souci du détail parce que c'est ma façon de me sécuriser sur scène, d'avoir un texte que j'ai peaufiné et que j'ai appris. Puis j'ai fait des italiennes parce que je veux être dans mes bottines. Parce que c'est ma façon de combattre ma gêne, parce que pour moi, c'est très vertigineux de faire de la scène, sachant pas si tu as des rires. Quand tu t'arrives avec un premier jet, tu n'as aucune idée si c'est drôle. Des fois, tu peux être way off. Ouais. Dans l'ordi, tu es crampé, puis c'est le néant total. Puis à l'inverse, des fois, dans l'ordi, tu es comme c'est souriant, puis tout le monde rit comme des bœufs. Tu sais, c'est comme des bœufs. Je sais pas si des bœufs, c'est réputé pour rire. C'est ton image à toi. Moi, je te respecte, mais tant qu'à moi, ça parle pas. Non, c'est une mauvaise métaphore. Mais donc, oui, pour moi, c'est ma sécurité. C'est comme. C'est que t'étais de même au début. Tu faisais des films amateurs, plus jeunes. Exact. Puis il fallait que le team suive, là. Oui, on joue le texte qui est écrit. Ouais, ça veut pas dire que je suis pas ouvert aux suggestions, évidemment. Je fais OK. Non, mais on va dire que tu as une préparation initiale que tu suis. Oui. Ça fait partie de ta façon naturelle de travailler. Oui, exact. Puis si, tu sais, un peu comme ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à. Tu dis que vous aviez un petit canevas, mais après ça prenait le clos. Ouais. Vous improvisiez. On savait début, fin, milieu, là, genre. C'est ça. Mais tu sais, ceci dit, si, mettons, sur le fly, on improvise une réplique, puis on fait que, OK, elle est bonne, on la refait parce que c'est drôle. Oui, on continue de créer, mais je voulais avoir une base vraiment solide, puis là, on tourne ce qu'on a écrit.
Puis il y avait un festival que j'oublie le nom en ce moment. Je sais pas si c'est Vidéaste Recherché. Je pense que c'est Vidéaste Recherché dans la région de Québec, que là, c'était un concours un peu plus grandiose. C'était même pas Musique Plus, ça? Ah non, Vidéa. Non, ça, c'est VJ Recherché. OK. Tu m'as fait douter. Mais c'est effectivement, c'est des noms qui se ressemblent. Mais Vidéaste Recherché, Ricardo Troggi s'est fait beaucoup connaître là-bas, lui. Oh, quand même. Puis moi, il y a un des généreux monsieur a gagné le prix du public dans une diffusion à la bibliothèque Gabriel Leroy. Puis ça, c'est la première fois que là, j'ai pu vivre qu'est-ce que c'est de voir des gens qui rient collectivement à des blagues que j'ai écrites et que je ne suis pas sur scène pour défendre parce que j'étais là lors du visionnement. Ouais. Mais mon Dieu, que c'était trippant. T'es dans la salle avec le monde, t'es un peu en arrière, tu fais comme ça va être quoi la réaction? J'espère que ça va rigoler. Puis là, il y a vraiment beaucoup de rire, puis ça fonctionne. Puis là, pour vrai, ça a été l'élément le plus déclencheur de oh mon Dieu, que c'est grisant, que ça fait c'est fun, il y a quelque chose de réconfortant. Puis ironiquement, c'était pas toi. C'était quelque chose que tu avais bâti. Mais je jouais dedans, par contre. C'est-à-dire que je l'avais écrit, puis, donc j'avais peut-être le rôle principal ou qu'importe, mais je l'avais écrit puis je jouais dedans, donc ma face était associée au projet. Ouais, exact. Puis là, à la fin de la soirée, parce qu'il y avait peut-être, je sais pas, une douzaine ou une quinzaine de courts-métrages, puis on a gagné le prix du public. Ricardo Troggi a gagné le prix du jury. Puis c'est la première fois qu'on s'est vu. Là, on joue au hockey ensemble, puis j'ai raconté ça il n'y a pas super longtemps. Puis j'ai dit, te rappelles-tu la première fois qu'on s'est vu, lui, moi, je savais qui il était parce qu'il avait déjà gagné une coupe de concours à l'époque. Mais moi, j'étais fuck all personne. Fait que c'est sûr qu'il ne se rappelle pas de moi. Mais il dit qu'il se rappelle de Généreuse Monsieur. Pour vrai? Vaguement. OK. Donc... c'est un fait d'armes. Oui, vraiment. Puis là, ça, après ce film-là, donc là, ça, c'est après le CRTQ. Mais avant l'école de l'humour. Donc, j'ai fait 2-3 films. Non, 2 films. 2 films. Pas 3. Pas 2-3. 2. Puis, ce film-là qui a gagné le prix du public a fait en sorte que là, j'ai fait OK, bon, moi, j'ai aucune aspiration de réalisateur dans la vie. J'ai pas ces compétences-là. J'aime écrire. J'aime livrer des gags que j'écris. Mm-hmm. Mais la réalisation, c'est comme la mise en scène. Ça m'intéresse pas. On dirait que j'ai pas... Ben, c'est pas que ça m'intéresse pas, ça peut m'intéresser, mais je pense pas que j'ai ce talent-là. J'ai pas... Tu sais, en réalisation, quand j'ai confiance à des amis qui le font, je fais comme parfait. Tu sais, il faut que ça serve la comédie, mais je vous fais confiance par rapport aux axes de caméra. Est-ce que des fois, ça pète l'axe? J'ai aucune espèce d'idée. Ouais, je comprends. C'est un parfum en passant. C'est un parfum, l'axe? OK. T'es très pédagogique, comment? Bah, ça fait plaisir. C'est pour ça que dans les bars, là, dépendamment de l'angle, donc, fait que ça, c'est vraiment ça qui était à l'origine de mon application à l'école de l'humour. Okay. Parce que peu de temps après le prix du public pour Généreuse Monsieur, là, j'ai appliqué à l'école de l'humour. Mais j'ai appliqué comme auteur. Puis tu vois, mes réflexes de gêne revenaient souvent. Dans quel sens? Dans le sens que c'était ridicule que j'applique pas comme humoriste parce que ultimement, je le savais que c'était moi qui étais le mieux placé pour défendre mes textes. Parce que j'ai comme la mélodie de la phrase en tête quand je l'écris, puis je le sais quand même, j'ai une certaine... je suis pas monsieur comédie, mais dans le sens que c'est un univers qui est propre à moi, puis je sais comment le jouer, puis donc pour moi, c'était d'appliquer comme auteur et non comme humoriste, c'est la gêne qui réembarquait. C'est le gars pas encore assez confiant qui a peur que ses vieux démons le rattrapent. Puis, ah non, là, l'idée de faire de la scène, là, je vais être devant, je sais pas, 300-400, puis arc, ça me rappelle que quand il y avait 25 personnes à l'école, je rentrais mes poignets dans mes manches par timidité, puis là, je vais réaffronter ça. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, là, c'était comme si c'était le moindre mal. OK. Je dis, j'adore écrire parce que ça reste ma facette préférée. Encore à ce jour, j'adore écrire. Mais pour moi, c'était une forme de fuite. Alors, tout de suite, j'ai quand même, parce que je veux pas te couper dans ton élan, ça m'intéresse à mort, mais comment tu aurais viré si, par malheur, entre guillemets, ça avait marché comme auteur? Très bonne question. L'effet domino de la vie, des fois, on ne sait pas. Tu aurais pu être un auteur prisé rapidement. Mettons, le Jean-François Mercier, il sort de l'école, les bougons.
C'est possible. T'aurais-tu été un humoriste frustré ou tu penses que tu te serais dit toute ta vie, ben finalement, c'est vraiment ma place, regarde, ça va bien? C'est une très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Je pense que moi, les feux de la rampe n'ont jamais été quelque chose. Donc, humoriste frustré, je pense pas, parce que pour moi, la notion de célébrité n'a jamais été un objectif. C'était comme jamais je me suis dit hey, j'ai envie d'être connu. T'avais pas un destin d'être connu. Là. Vraiment pas. Justement, au contraire, à cause de ma timidité, pour moi, il y avait comme un paradoxe de ah, mais là, si un jour ça fonctionne, je vais être dans l'œil du public. Toi, t'appréhendais ça. Là. Un peu, ouais. Donc, tout ça, probablement, faisait en sorte que j'étais comme OK, peut-être que auteur, c'est plus cohérent que ma personnalité. OK. Mais je me disais quand même, je pense que c'est moi qui est le mieux placé pour les faire. Ouais. Mais j'espère trouver des humoristes qui vont avoir la polyvalence de jouer mes textes. C'est probablement que je me disais ça. Donc, je pense pas que j'aurais été un humoriste frustré, mais mon feeling, en répondant spontanément, c'est que je pense que peut-être que j'aurais commencé comme auteur, puis peut-être que certains humoristes auraient apprécié mes textes, puis tout ça, puis que ça aurait fait en sorte que des gens, le téléphone aurait plus sonné, puis tout ça. Puis je pense qu'éventuellement, j'aurais fini par faire des essais moi-même. OK. Thomas Lévesque. Thomas Lévesque, c'est ça son parcours. Très bonne comparaison. Effectivement, je pense que j'aurais fait moi aussi un Thomas Lévesque de moi-même. Puis j'aurais fait, OK, moi aussi, j'essaye de voir si je peux prendre confiance en moi sur cet aspect-là. Mais à l'école de l'humour, les 3 profs à l'époque, parce que tu n'étais pas rentré dans l'équation, tu n'étais pas dans le comité de sélection, mais c'était les balbutiements de l'école avant que j'arrive. Hein, on peut dire ça, humblement. C'était du rodage. Oui. Avant ton arrivée, il rodait. Oui. Non, mais il voulait, là, je le voyais quand je suis arrivé. Je dis, il veut, là. Donc, je pense que c'était François Havard, Pierre-Michel Tremblay, Louise Richer. Je ne sais pas qui était le comité, mais il était 3 ou 4. Il m'avait rencontré. Une rencontre très, très intéressante. Puis à la fin de la rencontre, il m'avait dit... Ça, c'est après que tu as envoyé tes textes, c'est ça? Oui. OK. Là, on soumet 2 textes, puis là, on a une rencontre avec eux où on débroussaille mes textes, on les commente. Puis c'était fort sympathique. Puis je voudrais que j'en reparle à Louise Richer un jour de ça, mais à la fin de la rencontre, elle m'a dit on aime ça, mais on voit mal... comment ces textes-là vont être joués par d'autres, mais c'est comme si tout de suite, ils switchaient à l'agenda. « Hey, il y a les auditions s'en viennent, par contre. Là, les auditions dans une semaine, là, on serait curieux de t'entendre. Ah. » On dirait qu'ils ont peut-être vu quelque chose que je... Ben, pas que je voyais pas, parce que je voyais probablement, mais je voulais pas l'affronter. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vois ça à ce jour comme... Ils ont peut-être vu quelque chose, puis ils se sont dit « Non, lui, là, il est pas game, mais ah ouais... » Je comprends. C'est parce que si, mettons, il n'avait pas aimé ça du tout, il ne m'aurait pas invité à venir aux auditions. Ben non, parce que c'est pas mieux live que... Ben non, c'est ça. Dans le sens que je pense pas qu'il essayait de balayer en dessous du tapis en voulant dire on veut se débarrasser de lui. Parce que s'il avait voulu se débarrasser de moi, il aurait fait comme on va s'en débarrasser là. Puis voilà. C'est fini. C'est le fun, mais... Fait que quand ils m'ont dit ça, ça m'a vraiment shaké. Pas sur place, là, j'ai pas réagi à vouloir dire... Salaud! Ouais. mais ça osez! Mais ça m'a ébranlé en y repensant le soir même, parce que j'étais comme they're right. Ils ont raison. Je pense qu'il faut que je l'affronte. Affronte-la, t'as peur. À qui tu parles de ça? Du moins dans le temps? Je pense juste mes amis proches. Parce que mes parents, que j'adorais et qui m'adoraient aussi... J'étais pas un rigolo du tout à la maison. Bon? J'étais pas un bouffon. C'était très cordial, très aimant, très... Mais tu sais, moi, mes parents m'ont eu quand il y avait 40 ans, mais m'ont eu très tard. Puis je dis pas que... Mais tu sais, quelqu'un qui a ses enfants à, je sais pas, 25, tu sais, le gap d'âge, puis de qu'est-ce qui te fait rire dans la vie générationnellement. Il y a 40 ans, le gap, puis avec le style d'humour que j'avais... Pas que mes parents... Mon père était beaucoup dans le jeu de mots, il tripait sur Sol, puis Raymond DeVos, c'est bien correct. Mais tu sais, je suis pas sûr que d'entrée de jeu, mon père aurait été crampé. J'aurais fait comme « Ah, j'aime les gourdes de différents poids. Ouais. Il n'y aurait rien à dire. Ouais. Pour lui, c'était juste pas drôle. En tout cas, t'entrevoyais ça. J'entrevoyais il n'y avait ça. pas cette dynamique-là. Là. Exact. Puis ma mère, très ricaneuse, mais tu sais, il y a aussi une dynamique d'autorité aussi...
Mes parents, je pense qu'ils avaient envie que je sois performant à l'école, mais mon père, il a sauté 3 ans à l'école. C'était 3 ans? Moi, oui. C'était un boursier Rhodes. C'était un très performant académiquement, mon père. Donc, évidemment, il a des réflexes de vouloir que son fils soit performant académiquement. Mon père était médecin, peut-être qu'il espérait que je devienne médecin, puis il se disait, ben là, ses notes, ils ne suivent pas, là, il ne pourra pas devenir médecin. Tout ça, il ne me mettait jamais de pression, ceci dit, mais il souhaitait que... Fait que quand il y a une notion de pas d'autorité, mais un parent qui veut le bien de son enfant, moi, je pense que ça a eu un effet de censure sur mon côté rebelle. Mon côté rebelle n'a jamais été de l'ordre je bois du sourpuss à faire un coma éthylique. C'était plus de l'ordre de mon style d'humour. Pour moi, c'était une forme de rébellion. Okay. Parce que l'absurde a un côté... C'est comme une... si on veut jouer avec le subconscient puis affronter le normatif ou... je veux pas tout ce qui est normal entre guillemets, j'aime pas ça, je veux aller dans la marge. Là-dedans de facto là. Exact. Donc pour moi, c'était comme une genre de rébellion ludique, disons. Puis peut-être que ça faisait en sorte que j'étais moins spontanément ouvert à faire ces blagues-là à mes parents. Mais ceci dit, c'était très cordial, très aimant, mais l'aspect humour, c'est pas quelque chose que je parlais beaucoup à mes parents, parce que quand je leur ai dit que je m'inscrivais à l'école de l'humour, c'est probablement le plus gros what the fuck que j'ai vu dans le visage d'être humain. Vraiment de façon claire? OK. Puis mes parents, ceci dit, étaient tellement... J'adore... J'ai toujours été me considérer très chanceux sur le fait que mes parents, pourtant, père médecin, mère infirmière, mais mes parents, ça a toujours été, on veut juste que tu sois heureux. C'est que tu trouves de façon flagrante, ta niche. Là. Exact. C'était pas... On t'oriente pas. Puis ils n'ont jamais été dans... Ah non, ils m'ont jamais dit des phrases. Ah, tu sais, financièrement, c'est un métier insécure. Jamais. C'était comme amuse-toi, fonce, vis tes expériences, affronte tes défis. Puis si ça marche pas, on apprend de ses erreurs. Ils ont toujours été très, très ouverts là-dessus. Puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis je pense que ça a même... je pense que ça a forgé, quand je parlais de mon côté effronté avec mon style d'humour, moi j'ai envie de faire ça. Tu parlais de mon numéro du restaurant. Mon numéro du restaurant, c'est un numéro effronté. Je m'en vais sur scène, j'ai aucun gag. Je m'en vais expliquer c'est quoi un restaurant à des gens qui s'en viennent voir un show d'humour. Puis je leur explique que c'est un endroit où les gens vont manger. Il y a des napperons. Il n'y a pas de gag. Mais ça a tellement marché, moi, ce numéro-là. C'était une... Ben d'ailleurs, tu as fait un hit seulement avec ça, tout le temps? Ben oui. Il n'y a pas de contexte, vraiment. Tu sais, les Denis, on en parlait quand ils sont venus, ils ont eu des fois, tu sais, genre, c'est qui eux autres? J'ai eu l'impression que ce numéro-là, tu étais carrément dans une zone où tout le monde comprenait. Ouf, non. Ah, OK, je me trompe. Ça se peut. Mais parce que toutes les fois où je l'ai vu, c'était un hit, ça marchait. Mais parce que c'est... Là, ceci dit, en région, ça marche partout maintenant. Mais je pense que c'est un style d'humour... Tu sais, j'étais en même temps que les Denis. C'était l'absurde était... Ça faisait longtemps que les gens ne l'avaient pas exploré. Il y a plusieurs années avant, oui, mais c'était pas un style qui était très mis à l'avant-plan à ce moment-là. Donc, je pense que le niveau d'humour... Tu sais, toi, je pense que tu baignais dans l'humour depuis des années. Non, je te parle de ce que j'ai vu. Je te parle même... Moi, j'aimais ça. Mais au-delà de, ça riait à mort dans tous les contextes. Je l'ai vu, mettons, 4 fois. T'sais. Mais tu as dû le voir surtout à Montréal. Oui, uniquement. Mais à Montréal, ça marchait toujours. OK. Ça fait qu'il y a vraiment une différence région Montréal à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, ça marchait très fort. Des endroits qui avaient plus des universités. Dans le sens que je pense que c'est un style, c'est un concept d'anti-humour qu'il faut comprendre le second degré. Il faut être au degré 3, comprendre l'absurdité de se faire expliquer un restaurant. C'est dans la prémisse drôle de tout. La prémisse est absurde en soi. Mais je pense que plus tu as vu de culture, plus tu comprends l'absurdité. Okay. Tandis que quand tu n'as pas accès à moins de culture, puis c'est pas un désaveu des gens de la région, à l'époque, il y avait peut-être moins accès à de la culture. Donc, le second degré, c'est vraiment absurde de se faire expliquer c'est quoi un restaurant. Il y en a qui le prenaient au premier degré, tu es comme, pas drôle, il n'y a pas de joke. Je comprends. Pourquoi tu nous expliques ça? Dans la tournée avec les Denis, là, moi, je finissais la première partie, les Denis finissaient le show. Et je pense que c'était la bonne décision parce qu'à Montréal, où les décideurs,
c'était les numéros qui marchaient le plus fort de ton souvenir, puis c'était le cas. Ouais. Mais en région, si les Denis avaient des frettes, j'en avais aussi des frettes. Là. Ah oui, OK. Des fois, le numéro du restaurant, c'était comme... Ça passe 0. Qu'est-ce que tu fais? OK, OK. Aucun son. Ouais. Puis il avait quand même décidé de nous... Parce que moi et les Denis, je me souviens qu'on avait proposé... je sais pas c'était qui le metteur en scène officiel. À l'époque, c'était peut-être Richard Fréchette. Pour la tournée, on en a eu différents pendant les 3 sessions. Mais les Denis et moi, on avait dit, hey, en passant, si vous voulez que... On sait que les shows à Montréal, Québec... Mais si c'est pour aider le show, qu'on soit ailleurs dans le pacing, en région, pas de problème. Puis il avait décidé, non, c'est ça le show, c'est ça qu'on veut faire. Okay. Mais des fois, en région, il n'y avait aucun son. Là, aucun rien. Son. C'était du monde qui écoutait un conférencier. Là. Exact. Qui parlait réellement de qu'est-ce qu'un restaurant. Oui, puis quand je parlais de mon côté effronté, je pense que ça m'a aidé à me forger le fait d'avoir des absences de rire des fois dans un numéro. De la résistance. De la résistance, oui. Puis ceci dit, c'est un numéro, tu sais, on parle des premières fois en humour, c'est quand tu fais un numéro. Ça, c'est un numéro que pour moi, il fallait que ça score la première fois que je le fais. Ah. Parce que c'est un numéro que j'avais pas fait à l'école de l'humour pendant la session. OK. Puis j'étais allé voir Louise, j'avais dit, parce qu'il fallait retravailler un numéro qu'on avait fait pendant la session, un des vendredis, puis le retravailler pendant une couple de semaines pour le présenter à la fin de la session dans le show de fin d'année, dans le show de fin de session, qui était le premier, qui était au Collant Noté à l'époque. Puis là, moi, dans un de mes vendredis, j'avais commencé mon numéro en disant... je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. J'ai expliqué qu'est-ce qu'un restaurant. J'avais dit, c'est un endroit où les gens vont manger. C'est de la restauration, en fait. Puis, fin. Après ça, je changeais complètement de sujet. Ah, OK. Et là, quand il fallait que je trouve le numéro que je choisis pour présenter en fin de session, cette ligne-là m'interpellait. J'ai dit, OK, ça, je pense qu'il y a quelque chose là, mais faut pas que ça soit juste une ligne, faut que ça soit 8 minutes. Faut que je l'explique au complet, le restaurant. Puis là, j'étais allé voir Louis, j'avais dit, ça te dérange-tu? Je l'ai pas fait dans la session, mais j'ai envie d'exploiter cette ligne-là dans le numéro. C'est quand même une ligne du numéro. Elle avait dit, parfait. Fait que là, j'avais écrit le numéro complet. Là, je travaillais avec François Havard, qui est la personne la moins ricaneuse de l'univers. C'est vrai? C'est-à-dire adorable, mais c'est pas un rieur. C'est pas un rieur parce qu'il en a tellement vu d'humour, fait que pour le surprendre. Puis aussi, il avait dit en début d'année à l'école de l'humour, il dit, moi, quand vous allez lire vos liners, je ris pas parce que je veux pas créer de favoritisme ou je veux pas que vous déceliez qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait pas rire. Faut pas que ça devienne un radar, là, tu sais. Oh, François rit, c'est très, très bon. Là. Exact. Ouais. Puis il avait dit, à l'inverse, si je ris fort, c'est probablement mauvais signe. Ça se peut que je trouve ça tellement mauvais que je ris. Bref. Fait que là... C'est pas déstabilisant du tout. Fait que là, j'arrive à mes premières... Parce qu'on avait des ateliers individuels pour peaufiner nos numéros, retravailler les numéros. Mais moi, c'est un numéro que j'avais jamais fait. Fait que là, je suis devant François Havard, qui est la personne qui rit le moins au monde. Puis là, j'arrive avec un numéro où il n'y a aucun hostie de gag. Fait que là, moi, j'essaie de filer. Genre, c'est quoi sa réaction? J'essaie de lire son non-verbal, puis il écoute. On est là. 3 rencontres. J'arrive pas à saisir, mais tu sais, on continue de travailler. Puis il te donne des feedbacks, là. Oui, tu sais, mais il me donne des pistes des fois, mais tu sais, il voit que c'est quand même une bulle de... Tu sais, il n'y a pas de gag de toute façon. Moi, je créais des images des fois où je trouvais des tournures de mots très précises pour rien. Mais c'est beaucoup dans le jeu, puis tout ça. Fait que là, 3 rencontres. À la fin de la 3e rencontre, je vais toujours me rappeler de ça toute ma vie. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui demande l'approbation. Jamais, je suis trop gêné pour dire « Comment t'as trouvé ça? » Je suis trop gêné. Je fais pas ça. Moi. À la fin de la 3e rencontre, j'arrive pour sortir de la pièce. J'ouvre la porte. François, il me dit « Jean-Thomas? » Je me retourne. Il fait juste me dire « Ça va te faire un bon number. » Puis il se retourne. Puis ça m'a tellement aidé qu'il me dise ça parce que j'avais aucune idée de ce qu'il pensait. Dose de confiance. Là. Oui, puis c'était pas une phrase très élogieuse. C'était pas comme Non, c'est pas genre « Hey man, c'est un hit. » Mais pour lui, je sentais que c'était beaucoup. Ouais. Que ça voulait dire quelque chose. Ouais. Puis il me l'a pas dit pour rien. Mm-hmm.
Fait que là, j'arrive là, je pense que c'était au Cabaret, juste pour rire. Ça, c'est le deuxième show. Moi, le premier numéro, j'avais fait un lecteur de nouvelles. Oui, je me souviens aussi. Ça avait très bien marché. Ouais. Puis mon restaurant, c'était ma deuxième session. Puis ça, c'était au Cabaret, juste pour rire. Puis je me rappelle que j'avais dit à mes parents, juste avant, qui étaient très excités de venir. Ça avait bien été mon premier numéro. Là, je leur avais dit, je vous le dis, là, ça se pourrait que ça soit le néant. Ouais. Mais sachez que je l'assume, mon numéro. Puis que si... Parce que moi, j'étais plus nerveux par le fait que si ça marche pas, mes parents vont être pas bien. Surtout ma mère. Il est pas drôle, il faut qu'il arrête ça, Ouais, je comprends. Il faut qu'il devienne notaire. Ça marche pas. Il faut qu'il vienne. Ah, c'est bon, ça. Mais bref, moi, j'étais plus stressé par si ça marche pas. Tu voulais pas la mes déstabiliser. parents, oui. Là, ouais. Fait que là, Et toi, t'assumais total. Je l'assumais. Le rire fou ou le zéro réaction. Mais à ce moment-là, j'ai aucun échantillon. Non, c'est ça. Fait que là, je suis comme, ça va être un tout ou rien. C'est un hit and miss. Puis la seule réaction que j'ai, c'est François Lambert. Ouais, dans un cadre de force. François Lambert. On va te faire un bon number. OK. C'est pas la phrase la plus... Mais en même temps... t'es positif, t'es encouragé, comme on dit. Oui. Puis je l'avais lu à mon meilleur ami qui est mon coloc, puis lui, il riait, mais en même temps, il est complètement biaisé. Fait que c'est pas un bon jauge pour moi, là. Fait que là, ça a été à tout arraché, le numéro. Tout a marché. Même la première ligne du début, vulgariser les choses simples, gros rire. Tout le numéro a scoré. Mais quand je disais que c'est important que la première fois marche, avec un numéro qui n'a pas de gag puis qui est un peu un numéro effronté, si t'as pas de rire, ça te fragilise. Ça fait que, pas drôle. Là. C'est sûr. Mais fait que si, mettons, mon premier essai avait été fait, mettons, à Waterloo, par exemple, un endroit que je sais qui n'a pas marché pendant la tournée. C'est un destin différent. Mais pour vrai, toute ma vie a changé, je pense. Oui. Parce que c'est le numéro qui est devenu ma carte de visite qui a fait en sorte que j'ai fait un gala juste pour rire. C'est probablement un numéro qui a fait en sorte que toi, tu as eu le flash, puis je te l'ai déjà dit, j'ai déjà dit en podcast, puis je le répète, à l'école de l'humour, t'as vu quelque chose dans les Denis puis moi, puis alors qu'on était encore étudiants, alors que tu étais booker pour Juste pour rire pour le volet du festival. J'étais le directeur artistique d'un volet qui était rebelle d'ailleurs. Le volet rebelle, qui était comme un peu tout. Moi, j'avais monté 5 shows. Il y avait le zone interdite. Oui, il y avait le show absurde, le vôtre, on va en parler. Il y avait le gala du cabaret, animé par Laurent Paquin. C'était comme un gala des numéros que je me suis dit, eux autres, les gros galas vont pas y prendre, mais moi, je sais que c'est bon. Ça fait que c'était comme 5 shows que je supervisais. Puis à l'école, je vous avais dit, hey les gars, je verrai un show aussi simple que ça, le show absurde. Les Denis, puis toi. Puis d'ailleurs, je vais arriver là-dessus. Ouais. Ben attends, finis ton truc parce que c'est super intéressant quand tu dis mon destin n'aurait pas été bon. En fait, j'avais presque fini, mais dans le sens que je disais que, tu sais, moi, je crois beaucoup à l'effet domino dans la vie, puis je base beaucoup ma carrière en fonction de l'effet domino des trucs que je sais pas qui vont me servir à quoi, mais que j'ai envie de faire, puis qu'après ça, je me rends compte qu'il y a des avantages collatéraux qui me mènent ailleurs. Tu sais. Ben, le restaurant a fait en sorte que, bon, j'ai fait un gala juste pour rire rapidement. J'ai fait le choix absurde, puis qu'on va revenir. Puis, le numéro du restaurant dans le gala a super bien fonctionné. Fait que ça a fait en sorte que celui qui était, des fois la vie est bien faite, Richard Goyer, qui était le directeur, le script éditeur de La fin du monde est à 7 heures, qui avait mis mon petit truc avec la demi-tulipe absolument à TV. C'est malade, hein? Il a vu ce numéro-là, puis là, à ce moment-là, il était au contenu du Grand Blanc qu'un jour sournois. Puis il a fait comme, on veut qu'il vienne faire des vulgarisations de choses simples au Grand Blond. Aïe. Fait que, puis le Grand Blond, c'est là que ma carrière s'est lancée. Ouais. Puis donc, sans le numéro du restaurant, j'ai peut-être jamais le Grand Blond. Je dis pas que j'y serais jamais arrivé autrement. Non, mais le chemin, il est clair. Le chemin, il est clair, puis c'est le restaurant. Ouais. Et si la première fois du restaurant, avec ma fragilité, malgré que je suis effronté, j'ai quand même envie que la première fois, je ne sois pas une esti de flop. Là. Ouais, puis t'es un gars gêné. Ça veut dire que surmonter, genre, tout le monde s'en fout, c'est peut-être pas aussi facile que quelqu'un qui serait cocky. Exact. Puis moi, j'avais besoin de cette sécurité-là. Malgré mon côté têtu et effronté, j'avais besoin d'une première approbation pour après faire comme fuck off, je le sais que c'est drôle, je sais que voilà. Non, je rêve plus. Là. Je rêve plus. Ouais. Donc,
Donc, je te dirais que la tournée la tournée de l'École nationale de l'humour, à l'époque, c'était peut-être une vingtaine de shows. Ça a peut-être scoré 5 ou 6 fois. Les autres 14, c'était un semi-fret ou fret total. OK. Ouais. Mais je savais... Dans ta tête, t'étais sur une lancée. Oui, puis dans les endroits, c'est bête, mais à Montréal, à ce moment-là, les shows de l'école, les gens de l'industrie, c'est les shows qui sont le plus importants. Ben oui, c'est eux autres qui... gars, Richard Goyer. Ben exact, Voilà. c'est ça. L'effet domino a parti comme ça, donc c'est pour ça que des fois, la première fois en humour peut avoir un effet complètement chamboulant pour le reste. Puis là, tu allais dire, vas-y, excuse-moi. Mais le show absurde. Ça m'amène sur un sujet particulier. Ouais. C'est-à-dire que moi, je décèle que, bon, vous êtes dans cette mouvance-là. Ouais. Je me souviens d'ailleurs à l'école, je trouvais que je veux t'entendre là-dessus, dès les premiers cours, t'avais l'air du gars suspicieux. T'étais le seul dans le groupe que je me disais, lui, il a toujours l'air de se demander, c'est-tu bon ou c'est pas bon ce qu'il raconte, lui? Alors moi, j'adorais tes cours, honnêtement. Pour vrai, ben, en tout cas, si on parle de... Tu vois, c'est la lecture que j'ai qui est peut-être dans le champ, mais t'étais le seul qui avait tout un peu l'allure de « j'adhère-tu à ça, moi? » C'est ça que je veux dire. J'avais cette impression-là. J'ai peut-être un non-verbal, des fois, qui est pas dans le hochement de tête et le sourire. Peut-être que moi, je suis un cérébral très analytique, puis je pense que ça m'intéresse. Je te dirais que c'est un des cours qui m'intéressait le plus d'emblée parce que mettons par rapport à l'écriture. C'était gestion de carrière là, pour les gens qui Oui, gestion de carrière, effectivement. J'étais gérant d'artiste. Moi, j'ai pas regardé la caméra. Non, la tienne C'était est gestion là. de carrière. La tienne est là. C'était gestion de carrière. Voilà, c'est bien fait. Là, c'est bien dit. Puis, tu sais, par rapport à l'écriture, oui, j'avais de l'aide, puis c'était le fun d'avoir un regard extérieur, mais j'avais confiance que j'avais les clés. Tu sais, pour moi, je me sentais confortable. T'étais à ma place. Ouais, donc, j'étais comme, OK, c'est un volet que je me sens dans mes pantoufles, mais par rapport à comment se lancer en carrière, j'avais aucune espèce d'idée. J'étais complètement largué. Fait que j'étais probablement extrêmement attentif. En fait. J'étais probablement plus dans, je veux gober le plus d'informations possible parce que t'avais l'air complètement dans tes pantoufles. Tu connaissais clairement de ce dont tu parlais. Tu gérais François à l'époque, Anthony, je pense. Jean-Michel. Puis t'es quelqu'un qui a du bagou aussi, puis t'es quelqu'un qui réussit, ça captait mon attention parce que c'est une poutine que tu connaissais, puis que moi, je n'avais aucune espèce d'idée. Fait que pour moi, si ça t'a paru suspicieux, c'était probablement plus de « je veux rien perdre », puis « je suis timide », puis j'écoute. C'était plus ça. Là, je dis « OK, vos trois, les gars, ça vous tente-tu? On monte un show, ça s'appellerait le show absurde, etc. Blablabla. » Et là, des fois, j'assistais à vos meetings. À l'occasion. Puis ça, c'est la question que je veux te poser parce que ça me taraude depuis ce jour-là. Quel beau taraude, mon père. Mon père aurait adoré. Bon, taraude. J'aime vous impliquer dans le podcast. Et la question, c'est la suivante. Comment tu fais pour déterminer que c'est une idée absurde, parce qu'elles sont toutes, ça, c'est drôle, go, j'y vais, je la fais, puis elle, ouais, non. Je te donne un exemple. À un moment donné, vous aviez une idée, un show de karaté. C'était, je sais pas si tu te souviens de ça. Ça s'est pas rendu au show, c'était en brainstorm. Vas-y, je t'écoute. Puis là, c'était comme... Puis tout à coup, c'est comme, ouais, non, finalement. Puis je me suis dit, mais basé sur quoi? Qu'est-ce qui fait que tu décides de dire, ça, c'est un numéro, go, puis je te parle pas en rodage. Ouais. Quand tu es en train de dire, je le fais, dans la création. C'est quoi les critères de l'absurde? Ouf, c'est vraiment difficile à dire. C'est-à-dire que, pour moi, mettons... Puis avec les Denis, ça a toujours été facile parce que, on s'adorait, là, on se faisait rire mutuellement. Puis même si, je pense que c'est ça que tu as dû repérer là-dedans, c'est-à-dire que même si on avait des styles d'humour quand même assez différents, il y avait une parenté d'esprit. Ça se regroupait quand même quelque part. Je pense que c'est pour ça qu'on est devenus si amis rapidement à l'école. C'est très utile l'un à l'autre dans le show. Complètement. Très utile, parce que sinon, il y aurait eu des couleurs extrêmement foncées pour des gars qui commencent. Je suis complètement d'accord. Je pense que le dosage, puis aussi nos dégaines scéniques, c'est-à-dire notre façon d'être sur scène, moi peut-être un peu plus cérébrale avec un
un français... On t'imagine quasiment en cravate même quand on n'a pas. Oui, exact. Donc, le clash de nos langages aussi était payant. Il y avait un numéro, je me souviens que Sébastien il rentrait avec un calepin de poignée dans la moustache. Puis là, il rentrait sur scène. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Il dit quoi? T'as un calepin dans la moustache? Puis il dit, comment ça? Je sais pas, mais je sais comment c'est arrivé. Bon, sûrement un accident. Je sais comment tu peux avoir un accident qui te mène à avoir un calepin dans la moustache. Mais tu sais, on avait des niveaux de langage qui se... Montre-moi ton pénis, c'est un parfait exemple de ça. C'est comme si c'était genre, tu sais, on commande une poutine. Oui, c'est ça. C'est comme... Montre-moi ton pénis. On se le voit. Ce sera sympathique, juste pour un comparatif ou rien de sexuel, mais je veux le voir. Bref, je pense qu'on s'aidait mutuellement, puis on aidait à créer des contrastes. Puis créativement aussi, on savait, on connaissait nos forces aussi. C'est ça qu'on apprenait à se connaître. On n'avait pas un métier de fou. Commence, là. Mais on avait vu nos vendredis. Puis on était comme, OK, c'est... Puis les trois, on aimait écrire. Donc, on partait chacun de notre bord avec nos textes. Puis après ça, on avait nos sketchs individuels. Ben, eux autres étaient à 2, puis moi, j'avais mes sketchs individuels. Mais on se disait, il faut avoir au moins une moitié de show de numéro à 3. Ouais. Fait que là, chacun de notre bord, on partait avec un premier jet. Puis après ça, moi, je repassais sur leur premier jet pour... mettons, changer certaines de mes répliques ou me les mettre en bouche un peu plus. Puis à l'inverse, moi, je partais avec un texte, puis ils faisaient la même affaire. Exemple, je me souviens, il y avait un numéro, c'était Léo Ferré, Georges Brassens puis Georges Moustaki qui en reviennent pas que l'émission Tam Tam de Sébastien Benoît est en direct. Ils étaient sûrs que c'était préenregistré parce que Sébastien Benoît était tellement bon que ça se pouvait pas que ce soit des one take. Puis mais c'est trois chansonniers français tous décédés qui connaissent absolument pas Tam Tam, mais ils capotaient, c'était en direct, Sébastien Benoît est exceptionnel. Bref, fait que ça, en tout cas, je me souviens de ce sketch-là. Fait que moi, j'avais écrit le premier jet, puis là, j'avais dit, bon, voyez, essayez de voir si vos répliques, si vous les aimez, puis si vous les diriez autrement pour que vous avez plus confiance dans les lignes, exact. Fait qu'on avait une belle synergie. Puis par rapport à ta question, je pense que ça devient des feelings de... Tu sais, je sais pas, c'était un show qui devait durer 1h20. Là, à peu près. On fait comme, OK, mais qu'est-ce qui est le meilleur? Pondons le plus de numéros possible, puis après ça, faisons le tri avec nos trois paires d'yeux. Fait que qu'est-ce qu'on trouve le plus drôle là-dedans? OK, mais aujourd'hui, toi? Ouais. Aujourd'hui, moi, ben... Les rodages deviennent des possibilités de feel the waters plus qu'avant. En début de carrière, moi, tu sais, comme mon 4e show, c'est le show où j'ai le plus pré-rodé parce que... Celui-là, là? Celui-ci, en ce moment. Parce que mes 2 premiers shows, je me souviens, je suis arrivé avec la première mouture du spectacle avec probablement 90 minutes avec peut-être 5 minutes de tester. Hein? Puis tout le reste, il n'était pas parce qu'il n'y avait pas de comédie club. Puis mon humour dans les... Il y avait McMasterville à l'époque. Ouais. Il y avait... Qu'est-ce que tu peux... Écoute, c'est sûr. Ça marchait pas. Non. Mon humour marchait pas. Le monde voulait entendre des jokes de cul. Absolument. Fait que je pouvais pas pré-roder avec mon style. Non. Presque pas. T'sais, j'avais fait mon numéro du restaurant au McMasterville. Le monde... J'entendais les tessons de bière. Ouais. D'accord. Tu sais, imagine... C'est ça. Fait que je pouvais pas pré-roder. Donc, là, maintenant, vu qu'il y a tellement de comédie club puis que mon style d'humour est un peu plus apprivoisé, puis avec les podcasts, les gens ont un peu plus compris mon style d'humour, ma démarche, ou un peu plus le gars derrière le personnage, parce que j'ai évacué tranquillement pas vite sans l'évacuer complètement, mais je suis plus dans le sourire, je suis plus dans... Donc, maintenant... c'est comme si je laisse le public décider, mais je me garde un 15% d'effronterie. Oui, de genre, moi, je la fais anyway, là, comme tu l'as bien expliqué tantôt. C'est ça. Mais quand même, je veux que, grosso modo, les idées que je trouve drôles, que les gens, ça réponde. Là. Je veux que les gens aient du fun. Tu fais un show d'humour. Je veux un show d'humour, je veux que ça fonctionne. Donc, maintenant, j'arrive avec des premières hypothèses, celles qui me font le plus rire. Quand tu arrives devant qui avec tes premières hypothèses? Ben, moi je teste devant aucun ami.
Parce que c'est la pire affaire pour moi, parce qu'ils me connaissent trop. Puis je sais que pour les surprendre, eux, il faut que je sois trop way off. Ouais. OK. Fait que ça devient un échantillonnage qui n'est pas le bon. C'est que ça vaut rien, ça. Faut que tu sois devant des étrangers, entre guillemets. Ils peuvent te connaître, toi, bien sûr, mais... Moi, je trouve le best, c'est des gens qui ont un a priori sympathique envers moi, mais pas des crinqués de moi. Parce que les crinqués de moi vont trop rire. OK. Ils sont tous contents de voir des affaires, puis ils font comme « Ah, on aime tout. » OK. Ouais. Mais je veux pas non plus du monde qui me regarde en me dire Va-t'en, I hate your guts. » là. Ouais. Fait que l'entre-deux, c'est du monde qui ont le goût de rire, mais qui sont pas des fans finis de moi. C'est comme du monde qui font « Ah, c'est sympathique, qu'est-ce qu'il a raconté? » Je trouve que c'est c'est ça le bon test. Pour moi, c'est le bon test. OK. Puis là, j'arrive avec les idées que je trouve les plus drôles. Puis là, j'ai toujours des idées que je trouve le fun, mais c'est peut-être pas mes tops. Puis là, je vois. Puis là, j'arrive. Puis là, mettons que je vais mettre dans un bloc de, mettons que j'essaie un nouveau 10 minutes. Bien, je vais avoir toutes mes affaires, mes coups de cœur. Puis mes gags, je fais comme, je les aime, mais je suis moins confiant. OK. Mais je les assumerais si jamais ça allait de l'avant. Puis là, je fais OK. Puis des fois, c'est drôle parce que des fois, mettons un truc que tu es moins sûr, mais que tu trouves amusant, le fait que ça marche autant, c'est comme si ça te les fait réaimer un peu plus. Fait que, OK, mais finalement... Ben oui, c'est sûr. C'est amusant, là. Je trouve ça le fun. Je comprends pourquoi les gens aiment ça. Mais devant l'ordi, là, on dirait que je suis... En début de carrière, comme je pouvais moins faire le tri, parce que je pré-rodais pas. Pré-rodé, tu veux dire aller faire un number dans un bar avant de monter ton show complet dans une petite salle. D'avoir un rodage un peu plus officiel avec ton 90 minutes, avec un début de mise en scène, puis tout ça. Mais le pré-rodage, c'est les numéros morcelés, des petits blocs que tu essaies juste pour voir si c'est drôle, puis après ça, tu fais un assemblage. Ben là, vu qu'il y a des possibilités avec les soirées d'humour, puis que mon humour dans les soirées d'humour fonctionne maintenant parce qu'il y a une ouverture d'esprit sur les styles d'humour, puis les gens ont apprivoisé mon style aussi, fait qu'ils sont en général assez contents de me voir arriver si je ne suis pas annoncé, puis j'arrive. Ben là, ça fait en sorte que le pré-rodage me permet de moins faire mon tri devant l'ordi. C'est-à-dire que j'écris des affaires que je trouve drôles, mais ce qui à l'époque, je me disais, là, je fais mon tri devant l'ordi, qu'est-ce que je trouve le plus drôle, moi? Tu avais comme deux étapes. Seulement. C'est-à-dire que tu avais l'ordi puis le show. Là, maintenant, tu as 3 étapes, si tu veux. Tu as une étape intermédiaire où tu as de la validation. Exact. Sauf que ça fait en sorte que les trucs que je suis moins sûr, je les fais sur scène, je les coupe pas avant de les avoir essayés. C'est ça. Tandis qu'avant, je les coupais avant. Ah, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, pour répondre à ta question, des fois... Ben, il y a des affaires que je trouve vraiment drôles. Je me rappelle dans mon premier show, là, il y avait un gag, je faisais un numéro, puis il y a un gag qui est resté. C'est l'inverse du numéro du restaurant que j'avais un gag que j'ai développé. Ouais. Là, c'était un numéro où je disais que le gag, c'était... Ben, le numéro commençait par, je disais, je suis déprimé aujourd'hui, puis j'ai appris le décès du gars qui avait trouvé le slogan Wawanessa assure vos biens, bien. Puis je disais que j'étais pâmé devant ce slogan-là, puis que c'était le meilleur slogan du monde, puis que ça m'attristait qu'il soit décédé, puis que j'étais allé aux funérailles, puis que j'avais fait un peu comme le monde au Centre Bell qui écrivent une phrase « Go Canadien Go » avec une lettre sur leur chandail que j'avais fait écrire « Wawanessa assure vos biens, bien » par tout le monde à la messe, puis ça finissait par un chant en chœur, puis tout ça. Puis, tu vois, ça, c'est un exemple quand je parlais de la première fois pour donner une confiance. Ça, quand j'ai fait ma première hypothèse de rodage de 90 minutes avec peut-être 5 minutes de tester, j'avais ce numéro-là qui était vraiment un numéro qui faisait le plus rire dans le tas. OK. Et ça avait été un néant total. Zéro. À peu près rien. OK. Puis là, comme il y avait d'autres affaires qui avaient bien marché, ben là, tu finis par faire, ben là, j'ai juste un échantillon de 90 minutes. Mais mon échantillon, là, je fais comme je m'en vais voir mes backups tout de suite parce que ça me tente pas que le deuxième essai marche pas. T'sais, en début de carrière, t'es moins solide. Tu fais comme, t'es effronté, mais t'es plus fragile. Exact. Fait que là, le Wawanessa sur vos bien a pris le clos, mais j'ai gardé le gag qui, lui, marchait. La prémisse marchait, ça marche, là, exact. Mais tout le délai, le monde, je pense qu'il me trouvait trop champ gauche. Ouais. Je suis allé au funéraire. C'est ça, ouais. Mais écoute, c'est ça. T'as un humour, toi, qui marche pas juste à la réaction à la fin d'un punch ou d'un mot. T'as un humour, merci. T'as un humour qui est
quasiment d'ambiance aussi, là. Oui, puis des fois, exact, il peut y avoir des ambiances, puis des fois, s'il se passe quelque chose, puis que c'est moins dans l'hilarité, puis c'est plus dans le sourire ou dans la... Ah, c'est quand même... J'aime l'idée qui nous amène. S'il y a des fois, il y a des petits moments où ça arrive moins, moi, je vis bien avec ça. Parce que je te suis. Mais oui, puis des fois, c'est un style d'humour que parfois, puis même je le remarque en ce moment avec mon show, il y a des gags qui vont marcher très fort un soir, puis mettons, le quatrième soir va moins marcher, mais à l'inverse, celui qui avait moins marché la veille va marcher plus fort. Je pense que des fois, l'absurde a aussi une forme d'accumulation d'étrangeté qui fait en sorte que des fois, à un certain niveau, le spectateur, il fait un trajet dans sa tête, puis des fois, là, soudainement, ce gag-là va lui plaire parce que il a compris le trajet. Malhabilement, c'est ça que j'appelle un humour d'ambiance. Ouais, exact. C'est-à-dire que, contrairement à un stand-up où ce qui s'est dit il y a 15 minutes a une influence limitée sur ce qui se dit après, toi, dans la mesure où on embarque dans la convention puis qu'on se dit hey, « je l'aime ce gars-là puis je le trouve le fun », ben tu modules. Exact. Puis c'est un style d'humour que des fois, tu sais, comme là, je suis un peu plus je raconte un peu plus des affaires basées sur ma vraie vie avec mes lunettes un peu ironiques. Puis ça reste que les récits sont absurdes en soi parce qu'il se passe des trucs bizarres dans ma vie. Qu'ils sont, ouais. Mais je suis un peu plus raconteur. Mes textes sont écrits, puis c'est des affaires qui sont arrivées pour vrai, tu sais, que je rajoute de la matière humoristique, mais je romance pas. Pour moi, quand je raconte des affaires vraies, je veux vraiment que ça soit vrai. Sinon, je les raconte pas parce que moi, je trouve ça drôle. Pour le spectateur, j'assume seulement de le mettre dans mon show si les gens comprennent que c'est vrai. Okay. Et c'est pour ça que quand je rentre dans ces bouts-là dans mon nouveau spectacle, en ce moment, les bouts plus véridiques marchent très bien, mais pour moi, je pense qu'il fonctionne bien parce que je fais sentir dans mon jeu puis dans ma façon d'asseoir le numéro que c'est vrai. Parce que pour moi, si c'est pas vrai, c'est pas drôle. Okay. Je me sentirais charlatan de raconter avec une attitude ça m'est arrivé, quelque chose qui est pas vrai, je serais pas game de faire ça. Okay. J'aurais pas l'impression que je trouverais que je manquerais d'intégrité dans mon absurde parce que les récits absurdes, je les raconte parce qu'ils sont vrais. Si je les assois comme ça, je veux que les gens comprennent la transmission de ces vraies, cette affaire-là. Mais je me rends compte que je pense que c'est peut-être pas l'ADN humoristique dans lequel je suis le plus compétent naturellement. Je pense que c'est pas... Je suis plus compétent dans peut-être trouver des gags un peu champ gauche ou des numéros. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je trouvais que créativement, c'est une zone que j'avais moins explorée de raconter des choses basées sur ma vie, de qui je suis comme personne. Puis en podcast, ça m'a donné le goût de faire ça parce que je me suis rendu compte que quand je racontais des trucs comme les bottins, whatever, que les gens avaient du fun. Mon Dieu, sa vie est absurde en soi, puis on a envie d'en apprendre un peu plus. Mais c'est super intéressant parce que l'humour absurde, à quelque part, tu peux comme te cacher en arrière de ça. En effet. C'est comme une chanson. Moi, j'ai toujours dit la différence entre un humoriste puis un band, c'est que tu peux aller dans une soirée avec tes amis, écouter un band, tu jases, tu as du fun, tu prends du breuvage, puis à la fin, tu dis le band était le fun, la musique était bonne. Si c'est ça avec un humoriste, parce qu'il était plate. Ouais. Non, pourquoi? Parce que tu peux te cacher en arrière de ta toune. Exact. Tu fais une toune, c'est pas toi. C'est vrai. Ça fait que l'humour absurde, tu as probablement passé plusieurs années, pour les raisons que tu expliques depuis tantôt, dans le fond. Ça t'a peut-être attiré, entre autres, parce que tu sais, c'est absurde, c'est pas tant moi. C'est absurde, c'est un autre univers, on est ailleurs. Ouais. Puis là, t'arrives, puis tu dis, mais là, il va y avoir un bout de c'est moi maintenant. Là. Exact. Puis je pense que même si c'est peut-être pas l'ADN humoristique qui est le plus naturel chez moi, moi, j'ai envie de faire ça. Puis ça fonctionne bien. Puis je pense que les gens, je peux me tromper, là, mais la réaction en salle est bonne. Puis je pense que les gens sont contents d'avoir des bribes sur qui je suis. Ouais. Parce que c'est comme ça leur donne un peu plus de clés sur « OK, mon Dieu, il est... » Ça fait cliché, mais peut-être que pour ton public, on est rendu là, tu sais. Ben oui. Ben, en tout cas, peut-être... gens, mettons, tu pourrais te renouveler à l'infini parce que, par définition, l'humour absurde, tu peux aller absolument partout. Mais, crème, on est encore là. Tu sais, on étant... Ouais.
Puis ce sera le fun de dire que là, on connecte. Tu fais pas juste nous balancer de l'absurde. Je suis d'accord. En fait, moi, en fait, mon souci premier par rapport à ça, c'était pas d'élargir mon public. C'était parce que, tu sais, quand je suis sorti de Big Brother, j'ai pas sorti mon show tout de suite après, mais tu sais, j'avais du rodage, puis je me rendais compte qu'il y a des gens, bon, il y a des gens qui ont appris à me connaître en podcast, il y a des gens qui ont appris à me connaître à Big Brother sur le volet peut-être un peu plus humain qui est la personne derrière. Ouais. Puis, il y a encore, je pense, à ce jour, des gens qui viennent me voir, qui m'ont connu à Big Brother, vraiment connu à Big Brother, et qui, là, viennent à mon show, puis je vois des phases de « Oh boy, il est quand même fucké. » C'est autre chose, là. C'est pas le « Hey, il est sympathique, il est sensible, humain. » Oui, je suis ça, puis ça se traduit dans mon show. J'ai un numéro sur le deuil, etc. Donc, c'est là, mais mon côté champ gauche, il est pas parti, là. J'ai encore des trucs fucking fuckés dans mon show. Voyons. Une des phrases les mieux dites de ma vie, là. Fucking fucké dans mon show. Fucking fucké dans mon show. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme un tout, c'est-à-dire que mon côté absurde est encore très là, mais mon côté plus près de qui je suis est plus présent, puis le côté absurde n'est pas complètement occulté dans ces bouts-là parce que mon ironie est très présente, puis mon vécu raconté est quand même très absurde en soi. Mais, tu sais, mon premier show, c'est le show que j'ai vendu le plus de billets. Je pense que j'ai vendu peut-être 70 000 billets. Puis, tu sais, mes fans, ils tripaient, là. Fait que le bouche à oreille était bon, mais le bouche à oreille atteignait des gens qui venaient à mon show puis qui étaient comme « Où suis-je? » Ah oui, hein? Vraiment, là. OK. Et puis pourtant, mon show marchait bien. Là. La réaction était... Mes fans tripaient, c'est pour ça que le bouche à oreille était bon. Ton numéro du gars macho, c'était dans lequel des shows? C'était dans mon premier show, ouais. Justement. Ça, c'était comme... Ouais, c'était du contre-emploi. Ouais, exactement. Mais tu vois, en fait, ça, pourquoi je parle de ça, c'est que là, quand je parlais que le bouche à oreille atteignait des gens qui venaient à mon show puis qui étaient comme « Oh mon Dieu, peut-être que mon ami a trippé. » Il y a un bout de Big Brother fait ça aussi. Là. Oui, parce que là, il y a des gens qui viennent puis m'ont découvert à Big Brother puis là, ils ont « Ah, on va aller voir, il y a le fun. » Puis ils vont mais comme, sauf que, ouh! Qui d'autre, honnêtement, Ouais. s'il y en a un, dis-moi-le, mais qui d'autre a fait une télé-réalité, mais à succès, pas genre une présence, là, genre la tentacule, là, OK? Ouais. Et très, très actif ses podcasts, puis fait vraiment de l'humour avec des one-man shows. C'est qui l'autre? Je sais pas, dur à dire. Ben là, en fait, je pense qu'en fait, c'est que moi, je pense que Big Brother a aidé beaucoup d'humoristes, mais qui sont fait connaître un peu plus à Big Brother, justement, comme Richardson, qui a tout le monde a adoré à Big Brother, coup de cœur du public, il a sorti son show après, mais c'est comme si lui, son déclencheur, c'était Big Brother, alors que moi, ma carrière allait bien quand j'étais allé à Big Brother, j'étais allé là parce que je tripe sur ces jeux-là. Oui. Moi, je trouve ça intéressant de parler de ça avec toi parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, mais moi, il n'y avait aucun pourcentage de ma réflexion d'aller à Big Brother qui était dans un agenda de mousser ma carrière ou un agenda mercantile. Pour moi, c'était je m'en vais triper, je m'en vais vivre un truc atypique, j'adore ces jeux-là. Tu n'étais pas sans savoir que ça pouvait avoir un impact positif, mais tu n'étais pas dans une fine stratégie. Là. Zéro. Puis c'était la première. Moi, je suis rentré là, j'avais aucune idée si les gens le regardaient, c'était à la saison 1. Ouais, c'est vrai. Comme c'était la pandémie, peut-être que ça va être la cote d'écoute de 17 personnes, je sais pas, mais moi, je m'en allais vivre mon expérience. Puis je voulais plonger là-dedans, en profiter le plus possible. Puis j'ai jamais pensé aux avantages collatéraux qui pourraient en découler parce que, je savais pas quel montage en serait fait. Tu donnes un peu un clé en main au producteur. Ben, je suis là, puis faites ce que vous voulez avec mon montage. C'est comme un abandon. Oui, complètement. C'est pas un abandon de qui je suis. Pour moi, je peux contrôler qui je suis puis contrôler le jeu le plus possible. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais par rapport au montage, c'est pas, j'ai pas de regard là-dessus. Fait que tu donnes les clés en main au producteur, puis tu fais comme j'espère que je vais bien sortir. Ou je savais que quand je sortais là, je savais que j'avais gagné. Fait que je fais comme bon. Mais peut-être qu'ils vont me faire paraître pour une sous-marde, mais en même temps, je leur avais pas donné les munitions pour me faire paraître pour une sous-marde. En théorie, j'étais confiant. Exact. Mais pour moi, après ça, probablement que
si tu avais été mon gérant, tu m'aurais dit, ben là, il faut capitaliser là-dessus, sors ton show là, c'est le temps, t'es dans l'air du temps, le monde sont contents de t'avoir vu, mais moi, c'était comme, je suis trop fatigué. Ouais. Puis, je voulais décanter mon expérience parce que 92 jours dans une maison, c'était épuisant. Puis c'est une expérience qui est aussi humainement riche, mais fatigante parce que c'est un jeu que tu finis par avoir de la culpabilité parce que les gens s'en vont puis tu le sais que c'est à cause de toi. C'est comme bref. Ah ouais. Fait que si j'avais été mercantile, stratégiquement mercantile comme j'ai été à Big Brother, mais je suis pas stratégiquement mercantile. Fait que pour moi, sortir un show rapidement en voulant dire « faut que je profite de ça », c'était tellement pas dans mon objectif en allant là-bas que probablement que d'un point de vue business, j'aurais dû sortir un show avant, mais je ne l'ai pas fait parce que, un, j'ai pas fait ça pour ça, puis deux, je n'étais pas prêt. Donc, je m'écoute quand même au travers de ça, puis je... la pire affaire, c'est que si tu avais botché de quoi en sortant, là, ça aurait été épouvantable. Complètement, terrible. Exact. Puis, tu veux... Mais tu aurais pu le planifier mieux, c'est sûr. J'aurais pu le planifier mieux, mais comme ça ne... Mais on ne le savait pas, tu as raison. Tu sais, saison 1, personne ne le savait. C'est comme des shows qui ne marchent pas, il y en a. Là, exact. Ouais. Puis là, je me disais... Puis allais-tu gagner? C'est comme, non, c'est ça, j'aurais pu faire ça Jean-Thomas, il faut monter un show, ça va être hot, puis t'es éliminé après Geneviève Borg. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, OK. Fait que ça devient un inconnu. Mais c'est quoi les vraies retombées de ça? Avec du recul? Dans le concret, là. Dans le concret, ben, je pense que ça a élargi mon public. C'est-à-dire que je pense que, pour moi, c'est comme un... Puis je me rappelle que j'avais dit ça à Mike avant de faire Big Brother, puis c'est un des seuls qui l'a su parce qu'on faisait en route vers Tout Survivor ensemble, puis là, j'avais dit, je pourrais comme plus... je peux pas trop dire pourquoi, à un moment donné, je finis par y dire. C'est qui t'a appelé, au juste, pour ça? C'est Nathalie Brigitte Bustos, la NBB, je sais pas si tu connais. De chez Entourage. De chez Entourage. Anciennement la directrice des programmes de V. Exact. C'est elle qui a acheté la licence de Big Brother. C'est une fan finie, tout ça, puis elle savait que... Bon, j'ai plus martelé le clou de Survivor dans ma vie, mais j'aime Big Brother aussi. Mais Survivor, Big Brother, c'est un Survivor dans une maison. Les règlements ne sont pas tout à fait pareils, mais il y a quand même une ressemblance dans la stratégie. Fait qu'elle m'a approché, puis elle m'a dit « Hey, on va faire un Big Brother célébrité. » Puis je pense qu'il y a des personnes, je pense qu'il y a 5 personnes qui ont pas dû, mais je pense que Belle voulait avoir une idée de quel genre de personne il pourrait y avoir. Fait que moi, j'ai dit oui avant que le show soit approuvé. OK. Il voulait comme être sûr qu'on pourrait avoir, puis j'ai dit oui, je le ferai. Donc, c'est ça. Et les retombées de ça concrètes? Les retombées concrètes... Tu dis que tu as élargi une portion, sûrement, ça va de soi, mais tu vois-tu autre chose dans le... Ben, à la sortie, j'avais beaucoup d'offres. J'ai fait un gala avec Rita Baga tout de suite en sortant. Oui, c'est vrai. J'avais plein de téléphones, j'avais le choix. Ça me donnait, je te dirais que ce que ça me donnait surtout, là, ça fait 3 ans, là, bientôt 3 ans, mais je pense que ça m'a donné des opportunités et de pouvoir dire, OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. J'avais plus de choix. Okay. Donc ça, c'est le fun. Dans le sens, c'est vraiment bien. Puis là, maintenant, à ce jour, je m'en fais encore parler de ça, beaucoup, mais je pense qu'il y a encore des gens que ça a fait en sorte que 13 semaines à la TV, ça reste dans l'imaginaire. Ouais. C'est surtout dans un jeu. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un jeu où les gens font de la projection de qu'est-ce que je ferais à la place d'un tel ou d'une telle. Donc, puis ils cheer pour quelqu'un. Puis quand tu cheers pour quelqu'un, puis qui est là pendant 13 semaines, puis que tu t'es attaché à lui, mais ça te reste dans ton subconscient. C'est pas une entrevue de 20 minutes. Non, c'est ça. On s'en verra dans 6 mois. Là. C'est ça. Ils ont l'impression d'avoir eu une vitrine sur qui je suis comme personne aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est resté dans leur tête. Fait que mais c'est-tu vrai, ça? Tu peux-tu dire que tu étais très toi-même, stratégiquement toi-même? 23%, 80%? Non, j'étais très, très moi-même parce que tu peux pas être un personnage pendant 92 jours. Quand les caméras te filment 24 heures sur 24, tu vires dingue. Ça marche pour vrai. Là. Ouais. Mais moi, je savais que je voulais gagner. C'était mon objectif. Fait que je savais qu'il fallait que je placote, puis que je sois stratégique, puis que j'enlève la cible sur moi, puis que whatever. Donc, j'étais moi dans un jeu que j'ai toujours trippé, mais que j'avais jamais eu la chance de jouer. Donc, le moi stratégique, c'est complètement moi qui trippe ces jeux. Mais la chose que je me suis rendu compte qui a été le plus un reality check par rapport à, justement, les shows de télé-réalité que j'avais
tant consommé, c'est... Moi, j'écoutais des fois Survivor faire comme... Ouais, pourquoi les gens... l'armoire, quand la personne s'en va, ils vont se revoir dans 2 semaines, là, les nerfs, c'est pas grave. Puis pourtant, je suis très sensible dans la vie, mais ça, j'étais comme, c'est un jeu, là, c'est pas, ils vont s'en revoir. Mais moi-même, les relations humaines sont tellement vraies, c'est tellement un concentré de proximité, puis tu veux que les autres sortent, tu veux pas que ça soit toi. C'est compliqué, là, mais les rapports humains sont réels. OK. Fait que t'as pas senti qu'il y a une hypocrisie qui vient avec le concept humain? Ben, parce que j'en ai tant consommé, non. Parce que pour moi, tout le monde qui embarque dans un jeu comme ça sont au courant des règles, sont au courant qu'on est 16, à la fin, il en reste un. C'est ça, là. Fait que pour moi, ça donne une permission de faire plein de choses. C'est-à-dire que, mais moi, quand même, je pense que je suis quand même une bonne personne dans la vie, mais j'essayais d'être le plus diplomate possible, le plus humain possible dans le procès, tout en étant stratégique, parce que je savais aussi que c'était le jury qui allait m'observer, là, parce que c'est ça le jeu, là, la complexité du jeu, c'est que tu veux le vote de gens que tu as éliminés. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, exemple, quand Richardson est parti, j'étais comme... les larmes coulaient à flot. Ah oui, hein? Ça me faisait... J'étais tellement rendu proche de ce gars-là, puis je l'aimais tellement, puis on est fatigué dans la maison, t'as comme une fatigue, puis t'as comme parfois une culpabilité de quand la personne s'en va, tu sais que c'est un peu à cause de toi. Fait que j'avais une culpabilité et aussi une émotion réelle de j'ai pas envie que mon ami s'en aille, puis je l'aime, puis je suis attaché, puis c'est rendu ça notre réalité. À la fin, chaque semaine, quelqu'un s'en va, fait comment on est rendu 3? Ouais. Donc, les émotions sont décuplées, vraiment. Là. Okay. Puis, ceci dit, quand, mettons, quelqu'un s'en allait, je peux vivre une émotion, mais après 2 heures, je me disais, there's still work to do, puis on continue, on avance. Pour moi, l'objectif restait toujours le même, mais les émotions m'ont quand même surpris, puis je trouvais ça humainement riche, donc je trouve ça très précieux d'avoir vécu ça, puis je suis vraiment content d'avoir vécu, puis je vais avoir des amis pour la vie qu'on peut juste relate, on est seul à comprendre nos insides. Non, mais je suis ami avec tout le monde dans l'aventure. Avec qui c'est resté particulièrement? Ben, tu sais, François, Kim, on s'est vu une couple de fois, venu à mon chalet. Kim Clavel. On était en alliance tout le long de la saison, fait qu'on est super proches, mais Rich, c'est tellement une perle, ce gars-là. Là, Rita, j'ai aimé tout le monde, là, pour vrai. Là, je m'entends bien avec vraiment tout le monde, mais c'est sûr que ceux qui ont fait le plus long trajet... Ouais, il reste quelque chose de plus. Oui, parce qu'en plus, à la fin, je me rappelle... Avec Camille, quand on était 5, il y a eu une rédemption, puis ça, puis elle est revenue. Fait qu'il y a 2 semaines, entre la semaine 10 et 12, on était 5, puis on a passé 2 semaines ensemble, les 5, parce que Camille est revenue. Fait que c'est tellement condensé, c'est tellement proche, puis on est tellement brûlé que ça soude. Fait que je pense que je vais rester ami avec beaucoup de gens pour la vie. Le referais-tu? Ou c'est trop exigeant? Non, je pense que si un jour ils font une édition... All-Star quelconque, j'aurais de la misère à dire non, je pense, parce que je pense que je pourrais pas... Ben, ça dépend aussi de mon horaire de vie, là, tout ça, mais on dirait que je pourrais pas me dire... Je voudrais pas regarder l'émission et me dire comment ça je suis pas là, ils me l'ont offert, j'ai dit non. OK, tu trouverais ça un peu, voyons. Je sais pas, tu sais, dans le sens que on dirait que je pense que la seule raison pour laquelle j'aurais peut-être moins envie de le faire, c'est tellement une belle expérience pour moi, puis le fait que d'avoir fini par sortir victorieux, c'est comme juste, j'ai pas d'aspect négatif, j'aurais pas envie de teinter l'impression positive que j'en ai. Ouais, la fois de trop, là. La fois de trop que, tu sais, il a gagné déjà. Je risque d'être une cible, on va le sortir dès le début, puis là, je fais pourquoi j'ai fait ça? Mais en même temps, tu sais, c'est des expériences de vie pareilles, puis c'est des opportunités le fun. Donc, je sais pas. Je pense que je le ferai contextuellement. Mais pour conclure sur ça, donc, je pense que ce que ça a changé, c'est à la sortie particulièrement les opportunités que ça a donné. Puis, je pense que ça a élargi mon public. Ça a fait en sorte qu'il y a une curiosité. Puis, ce que je suis content, c'est que les gens... Ben, je suis content. Il faudrait demander aux gens, mais l'impression que j'ai... Puis, parce qu'il y en a qui me le disent après les shows, qui m'ont dit « Hey, je t'ai connu à Big Brother, je n'avais aucune idée quel genre d'humour que tu ferais. Puis j'ai vraiment eu du fun. » Ça, c'est vraiment les compliments qui m'ont le plus plaisir en ce moment, parce que c'est des gens qui ont appris à me connaître pour plus qui je suis, mais pas trop familiarisés avec mon style d'humour. Non, exact. Mais qui, peut-être qu'au début, les 2-3 premières minutes font le saut un peu, mais qui
qui finissent par y trouver leur compte puis qui m'apprivoisent, en tout cas assez pour rester après le show pour me le dire. Fait que ça, c'est quand même bon signe. Puis comme le Jean-Thomas de Big Brother, il y a quand même des volets... j'ai un petit numéro sur Big Brother, entre autres, mais il y a aussi des volets un peu plus personnels où le Jean-Thomas de Big Brother n'est pas si loin dans ce qu'il raconte. Puis il raconte son vécu, le deuil de mes parents. Il y a un côté de... le côté humain est quand même là. Donc, je pense qu'ils ne sont pas exclus de... Non, il n'y a pas l'impression qu'ils sont venus voir quelqu'un d'autre. Je pense pas, non. Exact. Mais... allons sur la troisième de tes bulles, c'est-à-dire les podcasts. Oui. Belle bulle, très belle bulle. Comment tu as commencé ça à être... Je sais qu'il y a beaucoup de rapports avec sous-écoute, etc., mais qu'est-ce qui fait que tout à coup tu es tombé là-dedans? Puis qu'est-ce qui fait que tu es payant? Parce que si tout à coup tu t'es ramassé souvent à faire du podcast, c'est parce que tu es payant, là. T'attribues ça. Il reste 5-10 à peu près. OK. Donc, veux-tu reprendre ta question? Ou là? Non, mais dans le sens que je ne sais pas si le fait qu'il y ait intervenu... Non, c'est parce que moi, j'ai un temps... Pour une rare fois, j'ai un temps limite. Ah, OK, je comprends pas ça. Donc, est-ce que je peux répondre ou faut que Allez, hop. Non, oui. En fait, la première fois que j'ai participé à un podcast, c'est quand Mike faisait son sous-écoute, mais en version Skype. Oui. C'est tout début. Puis là, c'était juste moi puis lui qui plie à coton, puis tout ça. Puis... C'est drôle parce que j'ai peut-être déjà dit ça, sûrement que j'ai déjà dit, puisque j'ai fait tellement de podcasts que je finis par me répéter, mais ce que j'aime des podcasts, c'est qu'autant on parlait tantôt de mon côté rigoureux puis quasiment anal, par rapport à mes textes, puis je veux pas sortir de mes textes, puis je veux savoir où je m'en vais, puis ça. Absolument. En podcast, j'ai comme un je m'en foutisme qui me fait du bien, c'est-à-dire je me mets pas de pression de performance. Parce que pour moi, j'ai envie juste d'être moi quand je suis en podcast. Puis le moi de la vie, parfois, il est très dol. Fait que c'est normal que s'il y a des bouts que je suis un peu plus dol en podcast, c'est correct. Ironiquement, tu es un très, très bon invité. Ben, t'es gentil. Non, mais je veux dire pourquoi? Pour ça. Ben, je pense, c'est ça. Je pense que... Un bon invité, c'est d'abord transparent. T'sais. Je pense que oui. Je pense que c'est pas... J'essaie de ne pas rentrer en podcast en mode volontaire. Ouais. Parce que quand quelqu'un est trop... Ça, c'est mon avis à moi. Là, quelqu'un pourrait avoir un avis différent. Mais particulièrement dans un podcast d'humour, si tu as trop une attitude volontaire, les gens la sentent. Des fois, c'est juste dans le subconscient, mais ils peuvent le sentir, puis ça peut avoir un côté, une petite affaire de turn-off. Mais les gens ne savent pas pourquoi ils trouvent ça turn-off. C'est parce qu'ils sentent le volontarisme de la personne un peu trop qui veut que ça va aller se carrer. Ouais. Alors moi, je m'en vais jamais se carrer. Je comprends. On va juste go with the flow de la conversation. Puis si c'est un truc à plusieurs, j'essaie que tout le monde, comme là, j'aurais aimé te poser plus de questions, mais là, je sais que je suis plus l'invité. Ben oui, c'est sûr. Mais en général, j'ai toujours le réflexe de vouloir poser des questions à l'autre pour que tout le monde se sente confortable, se sente bien, qu'il y ait du plaisir. Pour moi, c'est important de sentir que les autres ont du fun aussi, puis que les autres ont leur plateforme pour dire des choses, pour qu'ils shinent. J'ai envie que tout le monde shine. Okay. Donc, pour moi, ma dégaine, c'est plus, je m'en vais là juste pour être moi-même, mais j'ai envie que les autres soient bien, puis qu'il y ait du fun, puis qu'ils paraissent bien. Les autres invités, je parle. Donc, je pense que cette approche-là fait en sorte que les gens se sentent peut-être bien parce qu'ils sentent que je les inclus, puis qu'ils veulent avoir leur moment. Ou des fois, je vais leur donner une passe à la palette par rapport à quelque chose que je sais qu'ils ont vécu. C'est un exemple. Ça fait que tu as un souci d'animation. J'ai un souci d'animation. Même comme invité. Oui. D'où le grand mystère qu'à ma connaissance, tu n'as pas ton propre podcast. T'es comme le co-invité, t'es comme le co-animateur numéro 1. Mais t'as pas... Est-ce que je me trompe? J'ai eu En route vers tout Survivor avec Mike, l'atelier de conversation anglaise. Toi, tout seul qui reçoit du monde, tu l'as jamais eu. Mais j'ai pas de scoop encore officiel, mais j'ai une idée en tête que j'ai envie de mener de l'avant. J'ai envie de... C'est quelque chose qui pourrait arriver, là. Oui, je pense que ça s'en vient très prochainement. J'ai envie de le faire. Je pense que je suis rendu là. Je ne sais pas si l'angle que j'ai va fonctionner. Je pense que oui. Je ne sais pas si je vais être bon dans cet angle-là, mais j'ai envie de l'essayer. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis, tu sais, mettons, c'est fou parce que, tu sais, le Centre Bell, il y avait 22 000 personnes. Le Centre Vidéotron, genre 12 000. Et la minute avant,
mon niveau de nervosité était à 0. 0-0. J'ai aucune nervosité. Ouais. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être un vertige de fou. Ouais, parce que tu sais m'en vais même sur pas ce scène, que je tu sais vas pas ce que faire. je vais dire. J'ai juste confiance qu'avec Mike, ça va être cool, puis on va déconner. Puis s'il y a des bouts que je suis pas drôle, j'ai confiance que ça me dérangera pas, Ouais. ou j'ai confiance que je vais pouvoir faire de l'autodérision sur le fait que j'ai fait un gag pas Ou que tu drôle. vas alimenter ça autrement. Ou je Comme vais tu disais, l'alimenter tu vas aller vers autrement. les autres. Oui, exact. Ouais. Puis pour moi, c'est comme une mise à nu faire un podcast. Mm. Puis la mise à nu, pour moi, c'est j'accepte mes imperfections ou j'accepte de ne pas avoir... J'accepte ma non-rigueur. J'accepte que je ne suis pas dans l'écriture, je suis dans un podcast d'improvisation et je m'en vais juste être moi-même et je ne m'en vais pas performer. Ben, je c'est ça m'en que j'allais vais dire. juste go with the flow. Pour toi, il n'y a pas de notion de performance. Jamais. Aucune. Zéro. Je C'est-à-dire comprends. que si je me dis, si pour moi, j'étais dans un podcast, surtout devant le public, là, parce que ça résonne un peu plus, la réaction, on le live, là. Mais je veux pas avoir le réflexe de me dire ça fait un bout que j'ai pas punché. Parce que si je pense à ça, je serai plus dans le moment. Je te suis. Je vais être dans le oh là là, faut que c'est à Oui, mon tour oui, de faire un oui. Tu vas gag. être en train de surveiller. Là. C'est ça, il me semble que Mike a scoré 6 liners de suite, c'est à mon tour. Là. Je peux pas penser à ça. OK. Pour moi, je suis jamais en mode compétition. J'ai pas le. Moi, je suis content quand tout le monde score. Je veux pas scorer plus que personne. Pour moi, c'est pas ça. Je veux que les gens s'amusent, mais je veux pas shiner. Je veux juste être moi. Puis si les gens m'aiment, ici, c'est pas tout le monde qui m'aime en podcast, sûrement. Il y en a peut-être qui, en général, je pense que les gens m'aiment bien, mais il y en a sûrement qui font encore, pas encore lui. Esti, il a fait toutes les crises de podcast de la planète. Là, quand est-ce qu'on va le voir? Mais il y en a peut-être qui sont tannés par accumulation. Mais je pense que je suis pas irritant. J'essaie de pas être irritant puis de pas... Je veux pas tirer la couverte vers moi. Je veux juste aider le podcast à servir ce qui est l'angle que le podcast sert. Puis je me permets... Autant je fais de l'anxiété de performance dans la vie, c'est fou pareil. Ça, c'est intéressant quand même parce que... Ben, c'est intéressant. Je suis pas en train de dire que mon propos est intéressant, Oui, mais la conversation moi, est intéressante. Mais parce que je le vois ce que tu veux dire. Puis effectivement, tu fais comme... Comment peux-tu mettre la switch? Comment ça se fait que tu n'as pas d'angoisse de performance dans un endroit où c'est le plus hasardeux d'être capable d'être intéressant? Complètement. Mais il y a une leçon aussi dans tout, là, de ça. Là. Il y a comme un détachement aussi, probablement, où ce que tu fais. C'est que je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler tout ce qui va arriver. Quand j'arrive sur scène avec mon matériel, je suis tout seul devant des gens et là, je veux que les gens s'amusent le plus possible et je veux que les gens sentent la rigueur et la préparation. Ça veut pas dire que tout va être drôle et que tout le monde va aimer tout. Je comprends très Ils bien. vont sentir que je suis préparé, je vous offre ceci et je l'ai travaillé fort. Donc, je me sens... je sens que j'ai fait ma part. Oui. Tandis qu'en podcast, je ne suis pas en mode performance parce que je sais que je n'aurai pas le contrôle. Je ne peux pas contrôler sur ce que les autres vont dire. Fait que ça me permet d'avoir un détachement de mon anxiété de performance. Il y a plein d'affaires que je n'aurai pas de contrôle. OK, mais l'ironie demeure que dans les deux cas, tu es obligé d'être intéressant, d'une façon ou d'une autre. Je suis 100% d'accord. Et tu es un invité payant, donc ça veut dire que tu es un invité intéressant. Je te le souligne clairement, là, c'est flagrant. Ben, t'es fin. Mais cette croyance-là, tu la transportes pas de l'autre bord. Non, parce Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça me fait penser au débat que j'ai avec Martin Cloutier qui me disait, ça faisait 1 heure qu'il me disait qu'il travaillait donc fort, tu sais, puis je disais, il n'y a personne qui achète un ticket en disant, on va aller voir Martin Cloutier, il travaille fort. C'est parce que, crime, oui, il travaille fort, mais c'est parce que t'es drôle puis t'es bon, tu comprends? Ouais, non, ça fait c'est que vrai. l'espèce de préparation, je respecte ça. Ouais. Mais c'est pas vrai que c'est la clé pour laquelle ça marche quand tu fais des shows. C'est une clé. C'est une clé, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois complètement ce que tu dis. C'est un super avis, là, intéressant. je veux dire. Non, mais c'est super intéressant. Puis autant, tu sais, j'en parlais avec Pierre-Michel Tremblay, mon metteur en scène, je parlais de mon anxiété de performance, puis que des fois, même quand... Des fois, je développe de l'anxiété de performance sur scène quand ça marche trop bien. Ah oui? Parce que, mettons, un show, une représentation, tu sais, ma première à Montréal, ça a tellement parti fort, le début, que là, j'étais comme... Je veux pas les perdre. Ça va trop bien. Puis là, il y a des moments, tu sais, ma première à Montréal, il y a des moments que je trouve que j'ai moins bien joué que d'habitude. Et mon metteur en scène le sait aussi. Je pense pas que les gens s'en rendent compte nécessairement parce qu'ils n'ont pas de comparatif que moi puis lui, on a.
Mais j'avais fait ma première à Québec. Je pense que j'étais plus dans mes bottines à Québec parce que ça a très bien été à Québec aussi, mais j'ai eu sur scène un vertige de je veux pas les perdre. Ouais. Puis là, il y a des moments que je le sais qui ont un peu moins marché que d'habitude parce que je pense que j'étais moins dans le moment présent parce que j'avais une anxiété de... Tu sais, c'est peut-être un 20%. C'est une notion de contrôle aussi, peut-être. Oui, parce que là, j'étais comme, ah mon Dieu. Tu sais, quand tu écris tes trucs, c'est préparé, tu les contrôles. J'ai contrôle, puis je contrôle ma livraison, je sais comment je veux Ouais. jouer, puis des fois, je fais comme, ah, cette joke-là, je sais que j'aurais pu la jouer un peu mieux. Ouais. Puis à marcher, mais les humoristes, on est ridicules là-dessus. On a toujours des comparatifs de la fois que ça a le mieux marché. On se rappelle tout le temps, pourquoi ça n'a pas marché autant que la fois que ça se carré au bout? Ça s'appelle la vie. Là. Ben, comme mon metteur en scène, Pierre-Michel, dit c'est un spectacle vivant. Tant toi que les humains vivent des trucs différemment, fait que ça va toujours bouger, tu sais. Mais ceci dit, j'étais vraiment content de la première, mais il y a des moments que j'ai eu des vertiges de ça va tellement bien que j'ai pas envie que ça cesse. Je te suis. Tandis qu'en podcast, ça t'habite pas. Ça m'habite pas à cause de la notion d'imprévisibilité et qu'il y a d'autres intervenants qui font en sorte que toutes les interventions changent le parcours de toutes. Donc, je pourrais jamais avoir un contrôle. Donc, je fais de l'anxiété de performance, mais je l'abandonne en partant. Puis je fais que je m'en vais juste être moi. Et comme moi, que je disais tantôt, dans la vie, il y a des grands moments que je peux être très ennuyant. Ben, je me permets d'être ennuyant. Je me donne le droit, autant je me donne pas le droit à l'erreur en show, alors que je devrais. Mais en podcast, je me donne le droit à l'erreur parce que c'est de l'impro. En impro, je suis pas toujours drôle, c'est normal. Puis je pense que des fois, ce qui rend intéressant un podcast, c'est pour ça que, mettons, exemple, sous-écoute, qu'il n'y a pas de montage, je pense que c'est bien parce que les gens, ils assistent plus à une immersion d'authenticité. Absolument, voilà. Et de transparence. Puis la transparence, l'authenticité vient avec des moments qui sont moins heureux. Là. Ça peut pas tout arracher tout le temps, c'est impossible. OK, bon, alors il faut que j'y aille. Jean-Thomas? Tu te rends compte que moi, en ce moment-là, je trouve que je participe pas assez de podcasts, puis là, tu me censures, tu me brimes, j'ai plein d'affaires à dire encore. C'est vrai. Mais je voulais quand même terminer en te remerciant beaucoup parce que je parle de l'effet domino. Non, c'est vrai. L'effet domino de la vie, j'en ai parlé tantôt. Mon restaurant qui a eu un effet domino. Ouais. Mais le show absurde a eu aussi un effet domino sur, la confiance que ça m'a donnée, la proximité que j'ai eue avec les Denis. Puis, tu as repéré quelque chose que probablement que tu t'as dû te faire challenger un peu. Ben, ces gars sortent de l'école, ils sont vert. Oui, là. Absolument. Puis, tu ça a été âprement défendu. Tu l'as, en tout cas, je sais pas les discussions de coulisses que tu as pu avoir, mais c'est des beaux souvenirs, les deux shows absurdes. Là, on m'a fait encore parler à ce jour. Moi, ma mère, c'est le show le plus drôle qu'elle a vu de sa vie. Ah, ben, je suis content d'entendre ça. Puis, je veux dire, ça. c'est pas d'hier, là. Puis, elle en a vu, tu sais, son gars travaille là-dedans. Puis, mais bref, il faut quand même que j'y aille. Mais pour vrai, merci pour ça, puis merci d'avoir eu l'œil. C'est très gentil, je l'apprécie. Puis la confiance. De toute façon, on se revoit, comme d'habitude. Tu feras un volet 2 pour qu'on complète. Oui, ça pourrait. Ce coup-là, prépare-toi rien après. Ouais. Ça me brime. Mais c'est à cause de ton horaire trop serré, parce que normalement, on aurait pu être l'après-midi, mais tu pouvais pas. C'est vrai, mais c'est ça, on a chacun nos vies. Voilà. Merci pour tout, bye mon beau. Tout le monde, on a chacun nos vies. Salut! C'est le mot de la fin.